Voilà, donc je pense qu'on va pouvoir commencer. Vous êtes proche un petit peu plus qu'une trentaine, oui, 37 d'arrivée. Donc, on va y aller parce qu'on a quand même un horaire assez chargé là, pour la soirée. Donc, bonjour tout le monde, bonsoir tout le monde. Je me présente, Marie-Noëlle Foschini, je suis la coordonnatrice de la coalition Sortons le gaz et je suis heureuse de vous accueillir dans ce webinaire Sortir le gaz de votre municipalité, mode d'emploi. Euh, donc, est-ce que le partage d'écran, ça va bien? Mes collègues panélistes, vous voyez, tout est beau? Parfait. Donc, Coalition sur ton gaz, c'est qui ça? On est quand même relativement nouveau là, dans le paysage québécois. Donc, c'est une nouvelle coalition qui est composée d'organisations environnementales, syndicales, citoyennes qui ont décidé d'unir leurs forces pour travailler à accélérer l'abandon du gaz naturel dans les bâtiments au Québec. De façon collatérale, on travaille aussi en même temps à faire connaître les impacts du gaz naturel sur la santé, sur le climat, sur l'environnement, parce qu'on réalise qu'il y a il y a une méconnaissance en fait de cette énergie-là au Québec. Plusieurs pensent à tort qu'il s'agit d'une énergie propre, d'une énergie verte, d'une énergie de transition. Plusieurs personnes même décident de faire entrer le gaz naturel dans leur domicile en pensant qu'ils font un bon choix pour l'environnement. Et donc, c'est important là, de venir déconstruire là, tous ces mythes-là pour que les gens soient en mesure de faire les bons choix pour l'environnement. Donc, qui sont les membres de la coalition? Bien, vous voyez leur logo à l'écran. Je vais quand même les nommer parce que c'est important, c'est un travail de groupe. Donc, il y a le regroupement pour les organismes en environnementaux en énergie, le regroupement Vigilance hydrocarbures du Québec, l'Association canadienne des médecins pour l'environnement, la coalition Sortons la caisse du carbone, Écohabitation, Nature Québec, Équiterre, le Syndicat canadien de la fonction publique, Imagine la Chine Est, Fondation David Suzuki, Coule pas chez nous, Environnement vert plus, Mobilisation environnement Antique Quartier-Ville, Greenpeace, Pour nos enfants à Montréal et Travailleurs, travailleuses pour la justice climatique. Je veux aussi reconnaître certaines organisations qui ne sont pas membres directement de la coalition, mais qui soutiennent la campagne. C'est d'ailleurs peut-être via ces organisations que vous avez reçu l'invitation pour le webinaire de ce soir. Donc, il y a Vivre en ville, il y a Mère au front, puis le regroupement québécois, voyons, excusez-moi, j'ai un blanc de mémoire, regroupement écologiste. Oh, regroupement québécois des groupes écologistes, voilà, je l'ai eu, désolé. Et le Conseil régional en environnement de Montréal. Donc, vous voyez, on est une belle gang, on est une belle gang motivée à travailler ensemble sur cet enjeu-là. Oui, vas-y, Marie-Ève. Moi, je me demandais si on voulait démarrer l'enregistrement maintenant, avant de... C'est supposé être démarré de façon. C'était déjà démarré. Ah, OK. Est-ce que tu n'es pas certaine? Oui, d'où ma question. Parce que moi, excusez-moi tout le monde, on veut juste être sûr parce que c'est important, on veut pouvoir le réutiliser, mais, Oui, mais c'est écrit recording, c'est point en de vue. enregistrement, dès qu'on s'est connecté tout à l'heure, Marie-Ève. Génial, merci. Merci d'avoir pris soin de vérifier, on n'aurait pas voulu passer tout droit. Si on continue, le déroulement de la soirée, comment est-ce qu'on a prévu? Tout d'abord, je vais vous expliquer pourquoi est-ce qu'on a décidé de s'attaquer au gaz dans les bâtiments. Ensuite, Jean-Pierre Finet, qui est analyste et porte-parole du ROE, va venir vous parler des pièges à éviter puis des solutions alternatives. Ensuite, Camille Cloutier du Centre québécois du droit en environnement va vous parler des leviers juridiques que possèdent les municipalités pour agir sur le gaz naturel, sur le gaz dans les bâtiments. Émile Perrault de Vivre en ville va vous faire un petit état de la situation. Donc, comment se passe le mouvement municipal de décarbonation ici au Québec, mais aussi ailleurs. Philippe Duhamel, donc coordonnateur du regroupement Vigilance hydrocarbures du Québec, il va venir vous parler de leur expérience, de leur campagne Pas de méthane dans ma cabane. En fait, les comités citoyens RVHQ travaillent déjà depuis plusieurs mois sur le terrain à aller voir les municipalités pour leur faire adopter, les convaincre d'adopter des résolutions, des règlements en faveur de la décarbonation. Donc, ils ont ce travail, cette expérience de ce travail citoyen-là qu'ils vont pouvoir un peu venir vous partager.
Une fois qu'on aura passé à travers tout ça, vous aurez un bon portrait du pourquoi, du comment, de qu'est-ce qu'on fait. Et là, on pourra rentrer dans la dernière portion qui va être la présentation par Marie-Ève Bélanger-Souté d'Équiterre des outils, donc des outils qu'on a préparés pour vous permettre d'aller voir votre municipalité puis d'aller de l'avant, d'essayer de les convaincre à eux aussi se joindre à ce mouvement municipal-là. À la fin de tout ça, incontournable, il va y avoir une période de questions. Pour les questions, vous avez un petit onglet, le Q et R, dans le bas du Zoom. Donc, c'est les questions-réponses. Je vous invite à l'utiliser, à écrire vos questions tout au long du webinaire, là, au fur et à mesure qu'elles vont vous traverser l'esprit. Ça va éviter d'en oublier. Mais à la fin, on va attendre à la toute fin pour y répondre. Comme ça va nous permettre d'assurer qu'on respecte le temps pour l'ensemble du webinaire. Vous aviez aussi la chance de nous envoyer des questions à l'avance lors de votre inscription. Il y a plusieurs de ces questions, on en a reçu plusieurs de ces questions, donc il y en a plusieurs, il y a certaines réponses qui vont être tout simplement intégrées dans nos présentations. Pour d'autres questions qui étaient plus spécifiques, bien, on va y revenir à la fin du webinaire. Ça ne veut pas dire qu'on peut répondre à toutes les questions, mais si jamais votre question, on n'y répond pas, là, faites juste la renvoyer dans le QR en dessous, puis on va essayer là, de la prioriser. On va essayer de respecter le temps puis de finir au plus tard à 8h30. Hein, on le sait, c'est un mardi, soir de semaine, c'est déjà tard. On est reconnaissant que vous soyez avec nous. Donc, on va essayer de ne pas étirer ça plus longtemps, donc 8h30. C'est sûr que si vous êtes passionné et que vous avez 1 million de questions, on va peut-être étirer un peu, mais le webinaire est enregistré. Donc, si jamais on étire puis vous ne pouvez pas rester jusqu'à la fin, sachez que vous pourrez réécouter le webinaire, l'enregistrement. On va éventuellement le mettre sur notre site, mais ce ne sera peut-être pas demain matin. Mais si vous avez un besoin rapide d'avoir accès au webinaire, que ce soit pour partager avec un collègue, un voisin, ou pour réécouter certains éléments, bien, juste à nous écrire, puis on va pouvoir vous l'envoyer. Dès demain, là, on va avoir le lien disponible. Donc, sur ce, je vais commencer tout de suite avec la première partie, donc sur le pourquoi s'attaquer au gaz dans les bâtiments. Alors, vous avez peut-être vu, si vous êtes ici aujourd'hui, vous avez probablement vu notre campagne qu'on a lancée au mois d'avril dernier sur le gaz naturellement risqué. Donc, pourquoi cibler le gaz dans les bâtiments? Bien, parce que c'est risqué pour votre santé, c'est risqué pour vos finances, puis c'est risqué pour le climat et pour l'environnement. Aujourd'hui, dans le contexte du webinaire, on avait tellement de choses à vous transmettre que je ne vais pas aller dans le détail, dans tous les détails de chacune de ces dimensions-là. Par contre, je vous invite vraiment à aller voir notre site Internet. Il y a une page pour chacun des risques qui va vraiment en détail. Si vous allez jusqu'en bas, il y a des sources, il y a des liens externes. Donc, vraiment, je vous invite à vous approprier le contenu du site et à aller voir. Il y a beaucoup de matériel là, qui va pouvoir vous aider à vous approprier le sujet. Mais je vais quand même faire là, un tour d'horizon des principaux arguments pour les trois thèmes. Donc, le gaz risqué pour la santé, vous avez peut-être vu dans les dernières années, en fait, il y a eu plusieurs études qui ont circulé sur les liens entre cuisinière au gaz, cuisson au gaz dans la maison et impact sur la santé respiratoire. En fait, il y a même certaines études qui mentionnent que vivre avec une cuisinière au gaz, c'est à peu près l'équivalent de vivre avec les effets de la fumée secondaire de la cigarette. Au niveau des enfants, on parle d'une augmentation des risques de 42 de développer des symptômes d'asthme, des risques qui sont aussi très présents pour les personnes plus vulnérables ou les personnes qui souffrent de différentes maladies respiratoires. On parle aussi que lorsqu'il y a une cuisinière, il y a différents polluants toxiques qui s'échappent de la cuisinière. On parle de 21 polluants toxiques reconnus, là, dont le benzène, là, qui est réputé pour causer le cancer. Une bonne ventilation peut venir réduire les risques, mais les études, une fois encore ici, sont assez claires. C'est-à-dire que si on peut réduire les risques, même avec une ventilation à toute épreuve, on ne peut pas les éliminer. Donc, une autre bonne raison de sortir le gaz de nos maisons. Au niveau du risque pour les finances, en fait, le Québec, heureusement, on n'est pas un producteur de gaz, on n'en produit pas ici. Le gaz naturel distribué au Québec est entièrement importé, en fait, de l'Ouest canadien puis du Nord, puis des États-Unis.
Mais ça fait en sorte qu'on est quand même très dépendant du marché mondial des énergies fossiles, de ce qui se passe sur la scène internationale. On a vu dans les dernières années comment la guerre en Ukraine est vite venue influencer le prix du gaz au Québec. Donc, c'est un marché qui est quand même relativement volatile. Et ne sachant pas ce que l'avenir nous réserve au niveau des prix, il y a un risque là, financier qui est associé là, au gaz dans les bâtiments. Et finalement, le troisième risque, celui que j'ai parlé le plus longuement, c'est le risque pour le climat. En fait, le gaz naturel, je pourrais plutôt dire le gaz dit naturel, hein, c'est comme ça qu'il est connu, sous son petit nom, gaz naturel, mais dans les faits, c'est du gaz fossile et ce gaz fossile-là, c'est du méthane. Et le méthane, c'est un gaz à effet de serre qui est 86 fois plus puissant que le fameux CO2. Donc, une seule molécule de méthane a un impact, une capacité de réchauffer le climat 86 fois plus élevée qu'une molécule de CO2 sur un horizon de 20 ans. Mais l'horizon, après ça, le méthane reste moins longtemps dans l'atmosphère. Après 20 ans, il finit par se dégrader et avoir un impact moins important. Mais sur le 20 ans, c'est vraiment crucial et de plus en plus d'études sortent à quel point que si on veut atteindre les objectifs de restreindre en fait l'augmentation du réchauffement climatique à 1,5 degré ou maximum 2 degrés d'ici 2050, il faut absolument agir rapidement sur le méthane. Autre élément, en fait, 99 du gaz distribué au Québec est d'origine fossile. Souvent, on voit beaucoup de publicités qui parlent du réseau de distribution gazier, qui vont parler de gaz naturel renouvelable. On va revenir un peu plus tard sur le gaz naturel renouvelable, mais des fois, ça peut nous donner l'impression qu'il y en a beaucoup, beaucoup dans le système. Mais dans les faits, il y a environ 99 du gaz distribué au Québec qui est toujours d'origine fossile. Et de ce gaz-là, environ 80 est issu de fracturation hydraulique. Fracturation hydraulique, c'est un procédé extrêmement dommageable pour l'environnement et pour les populations environnantes. Autre élément important à savoir sur le gaz naturel, c'est que contrairement au charbon et au pétrole, le méthane, c'est un gaz à effet de serre à la base sans avoir besoin de combustion. Donc, avant même qu'on l'utilise à la fin et qu'il passe à travers un processus de combustion, il est déjà un gaz à effet de serre. Donc, les fuites qui pourraient subvenir sur tout son parcours, là, de son extraction au puits jusqu'à son utilisation finale, mais l'ensemble de ces fuites invisibles-là, ça s'en va directement dans l'atmosphère, puis ça a son pouvoir de réchauffement là, de 86 fois plus élevé que le CO2. Et ces fuites-là sont très difficiles à voir, hein, c'est invisible, donc à quantifier, à réparer. Et ça fait en sorte que, dépendamment du taux de fuite, on peut même arriver à un gaz qui est plus dommageable pour le climat que le charbon. Juste pour vous dire à quel point le gaz naturel peut être dommageable. Au Québec, 15 de l'énergie qui est fournie, qui est consommée en fait dans les bâtiments, c'est fourni par le gaz naturel. 15 de l'énergie, ça donne 63 des émissions de gaz à effet de serre attribuables au secteur des bâtiments. Donc, on voit que c'est vraiment pour 15 on donne 63 de gaz à effet de serre. Puis si on met ça à l'échelle du Québec, bien, ça représente quand même 7 des gaz à effet de serre du Québec. Là. Pour vous donner une idée, c'est environ 1,6 million l'équivalent de 1,6 million de voitures sur nos routes. Donc, c'est loin d'être une source d'émissions de GES marginale ou négligeable. C'est vraiment un gros morceau. Et ce qui est intéressant aussi, pourquoi agir sur le gaz naturel, c'est que contrairement à d'autres secteurs, les solutions, ils sont déjà existantes. Donc, les solutions existent, sont matures et sont prêtes à l'emploi. Ce n'est pas comme si on doit inventer quelque chose de nouveau. Les solutions, elles existent. Et d'ailleurs, il y a environ un an, les chercheurs de l'Institut de l'énergie Trottier de Polytechnique Montréal ont publié un rapport dans lequel ils disaient la chose suivante, puis là, je vais vous lire la citation. Là. La maturité des solutions permettant de décarboner les bâtiments permet à ce secteur de s'engager résolument sur cette voie
avec un calendrier serré pour compenser les difficultés rencontrées dans d'autres secteurs tels que celui des transports. Donc, non seulement c'est important de le faire pour le climat, mais c'est aussi un secteur dans lequel des solutions sont prêtes, sont matures. Donc, il n'y a rien qui nous empêche d'aller de l'avant maintenant et de commencer progressivement à remplacer ces équipements de chauffage-là. Au Québec, on a un plan pour une économie verte qui est le plan de transition du gouvernement du Québec, de son petit nom, le PEV. Et ce PEV-là doit nous permettre d'atteindre la cible de réduction des émissions de 37,5 % d'ici 2030. Dans le PEV, on mentionne qu'on doit réduire les GES de 50 % dans le secteur des bâtiments. Par contre, le petit hic, c'est que le PEV ne réussit pas à identifier toutes les mesures nécessaires pour atteindre cette type de réduction de 37,5 % d'ici 2030. On en identifie un petit peu plus que la moitié dans le PEV. Autre élément à se dire, 37,5 % c'est la cible du Québec pour 2030, mais entre vous et moi, cette cible-là commence aussi à être pas mal désuète. Elle a été adoptée il y a longtemps, elle n'a jamais été revisée. Et depuis ce temps-là, la science climatique a beaucoup évolué et on le sait que si le Québec devait accomplir sa juste part, ce serait beaucoup plus élevé que 37,5. Mais même avec la cible actuelle de 37,5, le gouvernement n'a pas identifié toutes les mesures et ne sait pas comment on va y arriver pour 2030. 2030, c'est pratiquement demain matin dans un horizon de politique publique, là. On est presque en 2024, donc ça arrive très vite. Ça pour vous dire qu'on n'est pas dans un contexte où le gouvernement nous dit j'ai les deux mains sur le volant, j'ai en contrôle les émissions de GES du Québec, je sais quoi faire pour y arriver, puis on n'a pas besoin d'ajouter de mesures dans le gaz. On n'est pas dans ce contexte-là et on n'est pas dans une situation où on peut se permettre de lever le nez sur 7 % de réduction de gaz à effet de serre au Québec. J'ajoute aussi que le Québec s'est également engagé là, à atteindre la carboneutralité pour 2050 là, pour contribuer notamment à l'atteinte des cibles de l'accord de Paris. À l'échelle internationale, on a justement l'Agence internationale de l'énergie qui a publié un rapport, une feuille de route pour atteindre cette carboneutralité à l'échelle internationale. Donc, comment est-ce que tous les pays ensemble peuvent arriver à atteindre la carboneutralité pour 2050? Et dans cette feuille de route-là, on mentionne que dès 2025, il faut interdire les nouvelles chaudières à combustible fossile dans les bâtiments. Chaudière, combustible fossile, c'est le mazout, mais c'est aussi le gaz naturel. Et 2025, on est fin 2024. Là. Si on veut arrêter d'en ajouter en 2025, vous voyez comme moi le calendrier que ça presse d'adopter des règlements. Puis pourquoi 2025? Bien, on pourrait dire qu'il y a une façon vraiment logique de voir les choses, là. La durée de vie moyenne d'un équipement de chauffage résidentiel, c'est 23 ans. Ça, c'est la moyenne. Il y a des gens qui vont le garder pendant 30 ans. Donc, si on veut que ces équipements-là soient plus actifs rendus en 2050, même avant 2050, bien, il faut arrêter d'en installer des nouveaux. Sinon, c'est sûr que ça ne fonctionne pas. On va avoir un enjeu demain. Donc voilà, ça conclut le tour d'horizon des raisons pourquoi est-ce qu'on a décidé de miser, donc de travailler ensemble pour agir à accélérer la sortie du gaz naturel dans les bâtiments. Les systèmes au gaz, hein, c'est des verrous, c'est des installations qui vont durer plusieurs années. Donc, à chaque fois qu'on installe un nouvel équipement, on investit plusieurs milliers de dollars. Il faut minimalement que les nouveaux équipements soient compatibles avec cette science climatique-là, pour après ça qu'on puisse s'occuper de progressivement faire la conversion des équipements en place vers des équipements qui sont à l'électricité puis qui sont compatibles avec les orientations. Donc, moi, ça fait le tour pour mon point. Je vais passer la parole à Jean-Pierre qui va venir vous parler des pièges et des solutions. Bonjour tout le monde, je m'appelle Jean-Pierre Finet, je suis analyste et porte-parole pour le regroupement des organismes environnementaux en énergie qui intervient principalement devant la Régie de l'énergie et dans les commissions parlementaires, les études du BAP aussi, donc sur les questions énergétiques dans les dossiers d'Énergir, Gazifère et Hydro-Québec.
Donc, c'est ça. Ben, en premier, je vais vous parler brièvement de l'entente Biénergie entre Hydro et Énergir. Ce que vise Hydro et Énergir dans leur entente, c'est une décarbonation partielle et permanente dans la mesure où eux veulent continuer à se servir de la biénergie dans le temps. Et donc, ils favorisent la conversion des systèmes au gaz à la biénergie lors du renouvellement de cet équipement-là. Donc, ce que vous parlez, Marie-Noël, tout à l'heure, en passant, c'est 21,5 ans pour le résidentiel, la durée de vie des équipements, puis 23 ans pour le commercial. Donc, c'est quoi, en quoi ça consiste une conversion à la biénergie? Ben, pour ceux qui ont un système à air chaud, ça consiste seulement en l'ajout d'une thermopompe. Et pour ceux qui ont un système à eau chaude, ben, c'est une chaudière électrique et l'installation d'un compteur biénergie. Donc, et on les installe au tarif d'été d'Hydro-Québec, qui est un tarif biénergie. Donc, ça vise à la fois les clients existants et la nouvelle construction. Ce qui est un non-sens, parce que Énergie et Hydro-Québec justifiaient leur initiative sur la base d'exploiter les infrastructures existantes. Et donc, on n'en a pas besoin dans la nouvelle construction. Ce n'est pas un mal nécessaire. Vous allez le voir un peu plus tard. Là-dedans, Énergie et Hydro-Québec veulent s'assurer de la pérennité de la mesure et donc ils obligent les clients à s'engager pour 10 ans. Sinon, les clients devront rembourser leur subvention au prorata des années qui auront manqué. Donc, s'il vous reste à peine quelques années à votre fournaise ou votre chaudière, vous n'avez pas nécessairement intérêt à la biénergie, vous pourrez passer directement à l'électricité. Le tarif d'été, ça fonctionne. C'est une permutation qui fait en sorte que par une sonde extérieure, donc quand il arrive à moins 12 degrés Celsius dans la plupart des régions du Québec, votre système va passer de l'électricité, donc de la thermopompe à la fournaise, par exemple, ou de la chaudière électrique à la chaudière au gaz. Donc, le problème avec ça, c'est que il y a à peu près 600 heures de permutation en bas de moins 12 par année, tandis que notre pointe réelle est de moins de 100 heures. La conversion est prévue sur 15 ans. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, Énergie et Hydro-Québec présumaient d'une durée de vie utile des équipements de 15 ans. Donc, ils se sont dit à chaque fois que donc, on va remplacer le parc équipement sur une période de 15 ans. Donc, on va avoir fini de convertir le dernier système en 2036 et on va compenser les pertes de revenus d'énergie, c'est-à-dire que c'est Hydro-Québec qui compense les pertes de revenus d'énergie dans l'entente qu'ils ont entre les deux jusqu'en 2050. Donc, 15 ans suivant la conversion du dernier système, c'est ce qui nous mène à 2050. Donc, Hydro-Québec compense les pertes de revenus d'énergie dans ce délai-là pour pas que les tarifs d'énergie augmentent à cause des pertes de revenus d'énergie. Prochaine diapo, merci. Énergir, en ce moment, dans la phase 3 du dossier qu'on vient de terminer aujourd'hui à la Régie de l'énergie, désire obliger que tous les raccordements, les nouveaux raccordements à partir de 2024 soient alimentés strictement à partir du gaz naturel renouvelable. Énergir ambitionne, c'est-à-dire ambitionne selon le règlement, Énergir devra injecter 10 de gaz naturel renouvelable d'ici 2030 dans son réseau. En ce moment, c'est comme vous disiez tout à l'heure, Marie-Noël, c'est 1 il y a des limites, justement, le GNR, il n'y en a pas assez pour convertir l'ensemble du réseau. Même en diminuant les ventes. On se l'arrache. Il y a un déséquilibre offre-demande dans l'Amérique du Nord pour le GNR. Il y a beaucoup plus de demandes que d'offres. C'est utilisé à 95 dans le transport de marchandises plutôt que dans les réseaux de distribution comme ici. Là, ici, c'est l'anomalie. Nous, ce qu'on favorise, c'est l'utilisation du GNR dans les usages industriels, c'est-à-dire les usages qui sont plus difficiles à électrifier, comme dans les... Donc, c'est ça, il y a certains procédés industriels qui sont durs à électrifier. Donc,
Nous, le petit peu de GNR qui existe, on préfère le réserver pour l'industriel que de le mettre dans les bâtiments, dans le chauffage des bâtiments ou n'importe quel usage qui est électrifiable. Dans la position cette mesure-là va faire en sorte qu'il va affecter beaucoup la position concurrentielle du gaz dans la nouvelle construction à l'avenir. Donc, Énergir sait qu'il va perdre des ventes, savent qu'ils vont perdre des ventes dans le futur à cause de cette politique-là, parce que le gaz naturel renouvelable coûte en ce moment 3 fois plus cher que le gaz traditionnel, même un peu plus maintenant, 4 fois plus cher. Mais Énergir tente par différents moyens d'abaisser le prix du gaz naturel renouvelable, entre autres par des subventions, mais aussi, là, je ne vous perdrai pas là-dedans, là, en convertissant l'intensité carbone du gaz en unité de conformité dans le cadre du règlement sur les combustibles propres au fédéral. Les bâtiments existants, donc le taux d'efficacité du chauffage, OK, d'Énergir est de 92 là, euh, dans leur, euh, dans leur exemple, mais ça exclut les frais d'entretien de 150 par année. Par contre, ça ici, ce n'est pas des dollars nécessairement, là, c'est un indice. Là. Mais juste pour vous dire que finalement, c'est ça, Énergir, avec cette politique-là, va un peu se sortir du marché de la nouvelle construction. On va limiter beaucoup l'attrait du gaz naturel qui était d'abord et avant tout économique pour les nouveaux raccordements. L'entente énergétique révisée. Nous, ce qu'on vise, on n'est pas contre la biénergie. C'est-à-dire que nous, on croit que plutôt que d'attendre au renouvellement des équipements de chauffage pour installer une thermopompe ou une chaudière électrique à côté de la chaudière au gaz, on devrait sans délai équiper l'ensemble des clients d'Énergir avec ces thermopompes et ces chaudières électriques-là. Et lorsque viendra la fin de la durée de vie utile de l'équipement de chauffage au gaz naturel, mais on le remplace avec un système de chauffage électrique central avec accumulateur de chaleur. Ça, c'est des systèmes qui existent, donc c'est un peu comme un gros grille-pain avec des briques dedans. Donc, veux-tu remettre en arrière un peu? Ça fait juste une seconde. Finalement, c'est ça. Donc, ça permet de chauffer avec la thermopompe. Ça vient avec une thermopompe. Hydro-Québec en fait la promotion avec une thermopompe. Hydro-Québec donne jusqu'à 22 000 pour un ensemble thermopompe et accumulateur de chaleur. Et ça permet de compléter la décarbonation du système une fois qu'on aura passé à la biénergie pour les clients existants. Nous, on prône aucune compensation des pertes de revenus aux clients par les clients d'Hydro-Québec à Énergir. Nous, on pense que c'est le principe du pollueur payé. Juste pour vous dire, l'accumulation de chaleur fonctionne bien avec le tarif FlexD qui permet d'économiser 250 en moyenne par année en gérant sa puissance. Et ça, c'est en plus des économies d'énergie que procure la thermopompe. Prochaine diapo, s'il te plaît. Donc, c'est ça. Ici, il y a 2 exemples. Il y a eu un excellent article de Daniel Bonneau dans la presse qui s'intitulait « Le chauffage central électrique du 21e siècle » qui est paru l'année passée en l'automne 2022. Que je vous encourage de lire. C'est l'histoire d'un couple qui a sorti sa fournaise au mazout pour installer un accumulateur de chaleur. Et c'est un couple européen, donc pour eux, c'est une technologie tout à fait normale. À droite, vous avez le schéma, le graphique, un schéma qui a été fait par Hydro-Québec pour démontrer comment fonctionne un accumulateur de chaleur. Et il y en a aussi à eau chaude pour les plus gros bâtiments, les écoles et les autres types de bâtiments commerciaux. Prochaine diapo, s'il te plaît. Dans le cadre du programme Logivert, c'est Hydro-Québec le subventionne, entre autres dans la nouvelle construction. Donc, quand on disait tout à l'heure que le gaz naturel, même la biénergie n'est pas un mal nécessaire dans la nouvelle construction, il y a moyen de justement faire un développement résidentiel efficace et vert sans impact ou avec un impact minimal sur la pointe. En favorisant l'installation d'accumulateurs de chaleur avec des thermopompes qui sont subventionnés, comme je vous disais, jusqu'à hauteur de 22 000 par Hydro-Québec. Ça, c'est la façon
de permettre la nouvelle construction verte, je dirais, sans impact à la pointe. Prochaine diapo, s'il te plaît. Donc, ça aussi, c'était justement, là, c'est une des pubs d'Hydro-Québec qui dit, bon, ben, vous devez remplacer votre système de chauffage central. Il y avait même une annonce qui disait au gaz naturel à l'époque. Optez pour l'achat et l'installation d'un accumulateur combiné à une thermopompe centrale et profitez d'une aide financière d'Hydro-Québec de 22 000 $. Donc, je pense il n'y a plus de raison, là, dans ce temps-là de ne pas y aller. Il y a des subventions, comme je disais tout à l'heure, qui existent du gouvernement du Québec dans le cadre de Chauffer Vert pour les clients d'énergie, pour passer à la biénergie. C'est des généreuses subventions. Comme je vous dis, nous, le problème qu'on a avec l'entente, c'est qu'ils ciblent le renouvellement des équipements au gaz, mais on n'est pas obligé de le faire. Et donc, c'est ça. Puis, les subventions aussi visent les chauffe-eau là-dedans. Ça en vise dans la nouvelle construction, mais nous, on décourage justement la participation des gens dans le programme Chauffer Vert pour la nouvelle construction parce que, c'est ça, le gaz naturel n'est pas un mal nécessaire, la biénergie non plus dans la nouvelle construction. Prochaine, s'il te plaît. On a mis cette diapo-là qui est extraite d'un document d'Énergir dans la cause tarifaire actuelle qui démontre que la période de retour sur l'investissement, la PRI, avant les subventions du gouvernement, c'est un peu entre 5 et 6 ans. Après les subventions du gouvernement et d'Hydro-Québec, parce que vous avez aussi une subvention d'Hydro-Québec pour une thermopompe là, dans ce cas-là, c'est de 1 an pour les bâtiments unifamiliaux, puis 1,2 ans pour les multirésidentiels. Et si je vous parlais tout à l'heure des différents moyens qu'Énergir voulait implanté pour diminuer davantage encore là, cette période de retour sur l'investissement-là. Il y a un programme d'encouragement à la décarbonation qui sont en train d'essayer de faire approuver par la Régie de l'énergie, qui, auquel cas, ramènerait la période de retour sur l'investissement à 1 mois et quelques, et pratiquement 0 pour les bâtiments commerciaux et multirésidentiels. Prochaine diapo. C'est ça, c'est fini. Merci beaucoup. Certaine que vous avez plusieurs questions pour Jean-Pierre. On va pouvoir les prendre, mais vous pouvez les écrire tout de suite dans le QR en dessous. Comme ça, vous n'allez pas les oublier. Jean-Pierre, qui est notre expert technique, qui va pouvoir répondre à plusieurs de vos questions, j'en suis certaine. Le bloc suivant, c'est concerne les pouvoirs municipaux de venir intervenir dans la décarbonation des bâtiments. En fait, il y a Camille Cloutier, qui est avocate au CQDE, qui aurait aimé être avec nous ce soir. Elle ne pouvait pas être, elle avait un petit conflit d'horaire, mais elle a enregistré sa présentation. Donc, je vais la laisser parler parce que c'est très intéressant. Là, ils ont fait un rapport, puis elle va pouvoir vous résumer. Donc, je vais partir ça à l'instant. Bonjour, je m'appelle Camille Cloutier, je suis avocate au Centre québécois du droit de l'environnement, le CQDE. J'aurais aimé être en direct avec vous, ce n'était pas possible, mais je vais tenter de vous résumer sommairement le travail de recherche juridique que le CQDE a fait sur les pouvoirs des municipalités de décarboner les bâtiments. Donc, en collaboration avec Vivre en Ville, le CQDE a produit un rapport de recherche qui s'appelle « Les pouvoirs des municipalités de réglementer les émissions de gaz à effet de serre des bâtiments ». Un rapport qui a été diffusé l'an dernier, à l'automne 2022. Le but du rapport et du travail de recherche, c'était d'analyser les possibilités pour les municipalités d'agir pour favoriser la décarbonation des bâtiments. Puis, on conclut que ces possibilités-là, elles existent et elles peuvent être mobilisées dès maintenant. Donc, voici à quoi ressemble le rapport. Pour un résumé un petit peu plus élaboré, je vous inviterai à lire notre sommaire exécutif qui reprend la majorité, en fait, l'essentiel de nos conclusions. Tout le début du rapport, ensuite, expose le contexte qui justifie que les municipalités agissent dans la décarbonation des bâtiments, donc, entre autres, la crise climatique, l'importance des GES qui sont émis par les bâtiments, mais aussi l'insuffisance des mesures qui ont été adoptées jusqu'à maintenant par le gouvernement. Après avoir présenté
ce contexte, on expose certains concepts clés qui vont aider à comprendre le rapport. Entre autres, on explique c'est quoi le principe de subsidiarité. Le principe de subsidiarité, c'est que le niveau de gouvernement le mieux placé pour agir selon son niveau de proximité avec l'enjeu, puis selon l'efficacité de ses actions, devrait être celui-là qui adopte et qui met en œuvre une loi ou un règlement. C'est un principe qui a été reconnu à plusieurs reprises par les tribunaux de tous les niveaux, puis qui justifie dans plusieurs cas que ce soit les municipalités qui agissent. Après ça, on aborde les pouvoirs et les compétences des municipalités qui peuvent fonder leur action pour la décarbonation des bâtiments. Il y a plusieurs façons là, de favoriser la décarbonation des bâtiments, des aides financières, la négociation avec des promoteurs immobiliers, bien d'autres choses, mais ici, on aborde vraiment le pouvoir d'adopter des règlements municipaux pour imposer des obligations, des interdictions et pour pouvoir imposer des sanctions quand ce n'est pas respecté. Donc, en bref, sur nos conclusions sur ces pouvoirs réglementaires, on a d'abord des pouvoirs assez généraux des municipalités qui sont prévus dans la loi sur les compétences municipales. Donc, les municipalités peuvent adopter des règlements en matière d'environnement, ce qui est assez large, et pour le bien-être général de leur population. C'est les articles 19 et 85 de la loi sur les compétences municipales, puis c'est des pouvoirs qui ont été interprétés de façon très large par les tribunaux jusqu'à maintenant, entre autres par la Cour suprême. Elles doivent toutefois, les municipalités, dans ces pouvoirs-là, respecter certaines limites. Notamment, un règlement municipal doit être conciliable avec les lois provinciales. Puis, spécialement dans le domaine de l'environnement, les règlements municipaux ne doivent pas porter sur le même objet que la loi sur la qualité de l'environnement ou que l'un de ces règlements. Donc, par exemple, une municipalité ne pourrait pas adopter son propre règlement pour interdire le mazout dans les nouvelles constructions résidentielles parce qu'il y a un règlement provincial qui fait déjà la même chose et qui a été adopté en vertu de la LQE, loi sur la qualité de l'environnement. Donc, si la municipalité le fait quand même, ben, c'est le règlement provincial qui va avoir préséance, là, qui va prendre le dessus sur celui de la municipalité. Donc, dans le rapport, on élabore plus en détail sur ces limites-là, puis c'est un élément qui est important à considérer par les municipalités dans leur choix de comment elles souhaitent réglementer. Les municipalités ont aussi des pouvoirs en aménagement du territoire et en urbanisme qui sont prévus dans la loi du même nom. Elles peuvent adopter un règlement de construction, entre autres, qui porte sur les matériaux de construction, les normes de résistance et d'isolation des bâtiments. Donc, une municipalité pourrait aussi adapter son règlement de construction pour exiger des pratiques qui contribuent à diminuer les émissions de GES des bâtiments. Dans le rapport, on précise aussi que la Ville de Montréal est dans une situation différente des autres municipalités parce qu'elle a un pouvoir, pardon, je vais arriver à la bonne page. Donc, elle a un pouvoir qui lui a été spécifiquement délégué par le Québec pour réglementer sur la qualité de l'air, ce qu'on appelle l'assainissement de l'atmosphère. Donc, la Ville de Montréal, réglementer sur cette matière-là, même si ça porte sur le même objet que le règlement provincial, mais les autres municipalités ne peuvent pas adopter un règlement qui passe par la même voie, là, par la protection de la qualité de l'air, de la même façon que le règlement provincial. Donc, ce qu'on conclut, c'est que les municipalités, ici on a nos conclusions, donc les municipalités ont les compétences et les pouvoirs pour agir dans la décarbonation des bâtiments, pour participer à la lutte contre les changements climatiques. Elles peuvent adopter des règlements pour limiter les émissions de GES des bâtiments sans l'approbation du gouvernement provincial. Par contre, le gouvernement provincial a aussi cette même compétence, donc le gouvernement provincial pourrait décider de réglementer, par exemple, l'utilisation du gaz naturel dans les bâtiments, comme il l'a fait pour le mazout. Et si le provincial fait ça, ben là, les municipalités ne pourront plus réglementer sur la même chose. Donc, c'est pourquoi, d'un côté, certaines municipalités adoptent leur propre règlement, font leur propre démarche. D'autres municipalités adoptent plutôt des résolutions pour demander au gouvernement provincial de le faire de son côté, ce qui pourrait, par exemple, assurer une certaine uniformité des règles partout au Québec.
Donc, juste avant de terminer, en réponse à une question qu'on a reçue avant le webinaire, je précise qu'une résolution puis un règlement municipal, c'est deux outils différents, mais les deux sont adoptés lors d'une séance du conseil. La résolution, c'est plutôt une décision officielle qui lie la municipalité, mais qui vise généralement des actes plus administratifs, plus ponctuels, puis dont la durée dans le temps et la portée sont souvent plus limitées. Donc, pour établir un nouveau régime juridique sur son territoire, la municipalité doit plutôt adopter un règlement. C'est ce qui complète mon petit sommaire. Donc, voilà, merci beaucoup et bon webinaire. Voilà. Donc, on avait quasiment l'impression qu'elle était avec nous. On y a vu que du feu. La personne qui va prendre la parole après, c'est Émile. Donc, Émile de Vivre en Ville. Juste pour vous dire que si la présentation de Camille, il y a des questions qui ont monté, vous pouvez les écrire. Puis même si on ne peut pas y répondre immédiatement, par exemple, parce que c'est des questions de droit plus poussées, on va se faire un plaisir là, d'assurer un suivi. Donc, vous pouvez quand même les noter, puis on vous répondra par la suite. Donc, Émile, si tu veux prendre la parole, c'est à toi. Oui, merci Marie-Noël. Bonjour à tous et à toutes. Je me présente brièvement. Émile Perrault, je suis coordonnateur aux affaires publiques chez Vivre en Ville. Vivre en Ville, qui est une organisation d'intérêt public qui œuvre principalement en aménagement du territoire depuis déjà plus de 25 ans. Sur différents enjeux, autant le transport, l'habitation, mais aussi les enjeux qui sont liés à la transition énergétique. Et voilà, pour la brève présentation, je vais rentrer tout de suite dans le contenu qui a trait plus aux exemples qu'on peut retrouver sur le terrain. Camille présentait un peu ce que les municipalités peuvent faire avec leurs différents outils. Ben ça se concrétise à l'échelle locale, à l'échelle régionale, puis même à l'échelle nationale dans certains pays, avec des engagements, des actions concrètes qui vont permettre d'accélérer la voie vers la transition énergétique. C'est un mouvement qui est en pleine croissance. C'est pas nouveau. Il y a déjà des pays, par exemple la France, la Suède, les Pays-Bas, qui ont adopté des lois, des règlements, des politiques publiques qui permettent d'accélérer la décarbonation de nos bâtiments. En France, par exemple, avec l'adoption d'un cadre réglementaire pour accélérer la décarbonation des bâtiments sur le territoire. Il y a aussi un projet de loi qui est en attente là-bas pour favoriser de façon encore plus efficace la transition énergétique au niveau du cadre bâti. La Suède qui est parvenue à faire sortir les énergies fossiles, la majorité de ses bâtiments en l'espace de quelques décennies. C'est un pays qui travaille sur ces enjeux-là depuis déjà un bon bout, depuis les années 90, où il y a eu l'adoption de politiques publiques, de programmes gouvernementaux très efficaces qui ont permis de miser sur l'efficacité énergétique, puis le développement aussi d'énergies renouvelables en parallèle. Les Pays-Bas, avec l'adoption d'une loi en 2018, dans laquelle le gouvernement s'est engagé à chauffer tous les bâtiments sans énergie fossile au cours des prochaines années. Bon, ça s'échelonne sur plusieurs années, mais quand même, c'est des engagements qui sont assez concrets puis qui sont précurseurs en matière de transition énergétique. Il y a aussi, plus près de chez nous, en Amérique du Nord, des municipalités qui sont à l'avant-garde en matière de transition énergétique. Par exemple, aux États-Unis, il y a plusieurs villes déjà qui ont interdit le raccordement des nouveaux bâtiments au réseau gazier. Berkeley, en Californie, qui est devenue en 2019 la première ville américaine à interdire les raccordements au gaz naturel fossile dans les nouveaux bâtiments. À San Francisco aussi, qui est une ville qui a des politiques assez ambitieuses à ce niveau-là. Le conseil de la ville a voté à l'unanimité en faveur de l'interdiction du gaz fossile dans les nouveaux bâtiments. À New York, le maire a appuyé en 2021 une loi qui va interdire progressivement l'utilisation de combustibles fossiles dans les nouveaux bâtiments et qui va accélérer aussi la construction de bâtiments entièrement électriques. Puis, dans l'État du Massachusetts, où le gouvernement a lancé en août 2022 un programme pilote en vertu duquel 10 villes et municipalités vont développer des règlements pour restreindre ou interdire les énergies fossiles dans les nouvelles constructions. La ville de Boston a déjà signifié son intérêt à participer à ce programme-là. Bref, c'est un mouvement, comme je l'ai dit un peu plus tôt, qui est en pleine croissance, un peu plus près encore de chez nous en Colombie-Britannique.
il y a le BC Step Code, où le gouvernement a adopté cette espèce de code réglementaire-là qui permet aux villes et aux municipalités qui le souhaitent, sur une base volontaire, d'utiliser cette réglementation-là pour encourager ou exiger un niveau d'efficacité énergétique dans les nouvelles constructions qui va aller au-delà du code du bâtiment qui est de base, qui est déjà prévu. Bon, c'est donc un outil qui pousse les villes à aller plus loin en matière de transition énergétique, mais surtout qui les pousse à faire cette transition-là de façon plus rapide. Donc, c'est un outil assez précurseur qui est mis à la disposition des municipalités et du milieu municipal de manière générale. C'est un outil qui a été déjà adopté par certaines municipalités, Saanich, Nanaimo, Victoria. D'autres municipalités près de Vancouver aussi se sont engagées à adopter des réglementations qui vont dans ce sens-là. À Vancouver, il y a le règlement de construction de la ville qui va exiger des équipements à émissions nulles pour le chauffage des locaux et de l'eau chaude. Donc, il y a déjà des initiatives comme ça qui, à l'échelle locale, se concrétisent et qui permettent aux villes de continuer à être précurseurs en matière de transition énergétique. Puis, merci Marie-Noël, c'est la même chose chez nous au Québec. Il y a des dizaines d'organisations de la société civile, déjà, du milieu municipal qui mènent la charge pour accélérer la transition énergétique. Des initiatives comme, par exemple, la campagne de courriel de la coalition Sortons le gaz, qui a été lancée en avril dernier, qui est toujours en cours et qui a permis, en bout de ligne, l'envoi de près de 2000 courriels dans les municipalités québécoises pour demander aux élus locaux d'adopter sans tarder une réglementation pour sortir le gaz des bâtiments au Québec. Cette campagne-là est toujours en cours. Si vous allez sur le site web sortonslegaz.com, il y a un onglet où c'est inscrit « J'agis ». Et puis, il y a vous allez trouver à cet endroit-là, si vous le souhaitez, le courriel qui peut être envoyé à vos élus locaux. On vous encourage d'ailleurs à le faire. Il y a aussi la campagne « Pas de méthane dans ma cabane » du regroupement Vigilance Hydrocarbures, dont Philippe, comme panéliste, pourra vous parler un peu plus tard. C'est des initiatives qui, finalement, ont permis de, oui, susciter une mobilisation dans les différentes organisations de la société civile, mais aussi au niveau de l'implication citoyenne, mais qui a permis surtout, avec cette mobilisation-là, de mettre une pression sur le milieu municipal pour leur faire comprendre l'importance d'agir. Et ça s'est concrétisé ici au Québec aussi, pas juste ailleurs dans le monde ou aux États-Unis, mais ça s'est concrétisé ici au Québec avec des actions concrètes à l'échelle locale. Par exemple, Prévost, qui est devenu en septembre dernier, je ne sais pas si vous avez vu passer ça dans les médias, mais il y avait des articles qui circulaient, qui est devenu en septembre dernier la toute première ville au Québec à bannir le gaz de ses bâtiments en adoptant un règlement municipal qui va, on l'espère, paver la voie à d'autres municipalités qui voudraient aller dans le même sens. Puis le règlement, en gros, il va interdire le gaz fossile dans les nouveaux bâtiments, mais également lors du renouvellement d'équipements existants quand ces équipements-là, ces bâtiments-là vont arriver en fin de vie utile. Il y a Montréal aussi qui s'est engagé dans cette voie-là à adopter un règlement pour la décarbonation de ces bâtiments. Je vous invite à être à l'affût. Demain, le règlement va être déposé. Donc, on va avoir une meilleure idée de ce qu'on trouve dans cette réglementation-là, mais Montréal s'était engagé à le faire et la Ville va déposer ce règlement-là demain au courant de la journée. Il y a Laval aussi en avril dernier qui a pris un engagement par voie de résolution où on a mandaté les fonctionnaires de la Ville à rédiger un règlement de moratoire sur l'usage du gaz dans les nouvelles constructions. Le projet de règlement est toujours en travail. Ça devrait être déposé là aussi prochainement. Et finalement, il y a plein d'autres villes au Québec, plusieurs autres villes qui ont adopté des résolutions. J'en nomme quelques-unes rapidement. Boucherville, Mont-Saint-Hilaire, Saint-Bruno, ce sont des municipalités qui se sont engagées à aller dans ce sens-là. Il n'y a pas de projet de règlement comme tel encore, mais au moins, il y a un engagement du conseil municipal pour accélérer la transition énergétique sur leur territoire. Vous allez d'ailleurs retrouver une carte sur le site de la coalition. On peut trouver l'ensemble des municipalités qui se sont engagées dans cette voie-là. Ça représente grosso modo 31% de la population du Québec, quand même, cet engagement-là qui a été pris par les municipalités à l'échelle du Québec. Marie-Noël, peut-être passer à la diapo suivante pour vous présenter brièvement la résolution, en gros, qui est disponible aussi sur le site de Sortons le gaz de la coalition, qui a été partagée aux municipalités pour les inviter
justement à agir au niveau de la décarbonation du cadre bâti sur leur territoire. Je vous la lis rapidement pour vous donner une idée des engagements qui sont demandés. Considérant que notre municipalité a l'intention de réglementer de manière à réduire les émissions de gaz à effet de serre provenant de la consommation énergétique des bâtiments, il est proposé de demander à l'Assemblée nationale et au gouvernement du Québec de planifier de manière exhaustive l'abandon, dans les plus brefs délais, du gaz naturel dans les bâtiments en 1. Interdisant le raccordement et l'installation d'un appareil de chauffage au gaz naturel dans les nouvelles constructions résidentielles, commerciales et institutionnelles. 2. En imposant l'abandon progressif des appareils de chauffage au gaz naturel pour l'ensemble du secteur des bâtiments en interdisant le renouvellement des équipements au gaz au plus tard en 2025. Et troisièmement, en soutenant publiquement et financièrement les municipalités engagées pour le climat qui annoncent leur intention de réglementer de manière à réduire les émissions de gaz à effet de serre des bâtiments. Donc là aussi, c'est un outil qui est mis à la disposition des citoyens et citoyennes, des municipalités, de nos élus, pour envoyer un signal clair, un signal fort en faveur de la décarbonation de nos bâtiments puis de l'accélération finalement de notre transition énergétique. Au Québec, on espère qu'au-delà des municipalités qui agissent à l'échelle locale avec les outils qui sont à leur disposition, on espère aussi le gouvernement du Québec à l'échelle nationale va également pouvoir mener certaines actions pour faciliter les actions à l'échelle locale des municipalités, mais aussi pour prendre des engagements au niveau national sur la transition énergétique. Donc, voilà. Merci beaucoup, Émile. Je laisserai tout de suite la parole à Philippe. Donc, à Philippe du regroupement du regroupement Vigilance Hydrocarbures du Québec, à venir vous parler, vous partager l'expérience du RVHQ sur le terrain, sur une campagne similaire. On s'entend que c'est une campagne qu'ils font sur leur propre base, mais étant membre de la coalition, là, c'est bien connecté avec nous. Donc, vas-y, Philippe. Salut Boomer, on allume le son. Non, je suis Gen X, je suis pas Boomer. Ouais, pour transformer l'énergie au Québec, ça prend des synergies. Puis avant de me faire traiter d'hypocrite, là, en arrière de moi, c'était un poêle au mazout. Je déménageais ici il y a 3 ans, puis débranché tout de suite. Puis c'est des chandelles électriques. Fait que zéro combustion. Je tiens à vous dire que bon, le RVHQ, nous, on a combattu les puits de gaz de schiste, 20 000 puits de gaz de schiste dans la vallée du Saint-Laurent. On a gagné avec l'aide de beaucoup d'huile de bras citoyenne. Puis bien, aujourd'hui, on veut combattre pas juste l'offre, mais la demande. Puis nos comités citoyens sont impliqués avec la coalition Sortons Gaz et tout le reste. Je voulais peut-être donner quelques ingrédients que ça prend pour faire lever le gâteau. Première des choses, se rendre compte que l'action locale, c'est une force extraordinaire. Moi, je suis super enthousiaste de voir tout ce qui est accompli. Aujourd'hui, ce soir, juste avant la réunion, dans la presse, on annonce que Montréal va interdire le gaz dans les nouveaux bâtiments. Si vous allez sur lapresse.ca, la nouvelle est là. Ça, c'est le résultat de mois, d'années d'efforts. Et je pense qu'il faut célébrer nos victoires. Et la grande leçon qu'on tente de nous cacher, c'est que très peu de gens peuvent changer beaucoup de choses. Certains de nos groupes, là, ça fait quand même 13 ans que ça varlope. Des fois, c'est 1 ou 2 personnes et ils sont très capables de faire bouger leur municipalité. Pas obligé d'être des centaines. Je veux encourager tout le monde qui est ici ce soir. Merci d'être là. Sur le fait que vous n'avez pas besoin d'attendre d'être 50 personnes pour faire bouger votre municipalité. On peut développer des rapports au fil des ans qui nous donnent beaucoup d'ascendant, si on veut, sur nos municipalités. C'est sûr que plus on est, plus c'est le fun. Mais je vais vous parler de quelques expériences, en fait, un parcours, un survol très rapide. Il y a des groupes que ça fait tellement d'années que le conseil municipal, c'est tous leurs amis. Je pense à Saint-Hubert, d'autres des villes qui ont été tout de suite sur la ligne de front, qui ont réclamé des changements de Québec. C'était parmi ces municipalités-là où des citoyens, des citoyennes se sont engagés depuis des années, puis ils connaissent le monde, puis ça niaise pas avec la POC.
Ailleurs, ben, c'est plus difficile. Il y a des relations un peu conflictuelles, on va le dire. Moi, je suis de Trois-Rivières. Je peux vous en parler parce qu'on se bat aussi sur d'autres dossiers comme la protection des milieux humides. Mais à Trois-Rivières, on a quand même des conseillers desquels on est très, très proches. Des conseillers qui sont impliqués au niveau d'un comité sur l'environnement, mettons. Fait que ça peut être votre porte d'entrée, ça, un conseiller, une conseillère que vous connaissez. Ce qu'on suggère, nous, c'est, si vous ne connaissez pas personne encore, c'est peut-être pas d'aller tout de suite vers le conseil municipal puis poser votre question au micro. Des fois, l'approche plus par en arrière, c'est-à-dire de demander une rencontre avec la direction générale, le directeur ou la directrice générale de la municipalité, présenter vos affaires, remettre un dossier, vous-même vous étant informé, ben ça peut donner des résultats plus à long terme. Éventuellement, ça va devant le conseil, mais d'avoir une approche de conscientisation personne à personne, ça peut valoir la peine. Nos amis à Bécancour, juste de l'autre côté du fleuve, ont fait un travail semblable depuis des années et puis ils sont au moment maintenant de reprendre contact avec la direction générale. Ce qui se passe ailleurs, ben, c'est je pense à Vaudreuil-Soulanges. Je salue mes amis en passant, il y en a plusieurs qui écoutent. Ils ont approché leur municipalité pour se faire dire ben, pourquoi vous n'allez pas à la MRC, la municipalité régionale de comté. Et c'est là qu'on peut contacter beaucoup de municipalités en même temps. Et donc, on peut sauver aussi du temps dans la mesure où on a une écoute, un moment pour présenter ça. Bref, il y a beaucoup de ressources et je veux juste dire en terminant que ça nous prend des réseaux d'entraide citoyens. Le RVHQ, c'est exactement ça. Vous pouvez nous contacter, communication@rvhq.ca, on va vous répondre. On a des assemblées, on a des ressources à partager, dont celles qu'on a élaborées avec Sortons le gaz. Une trousse complète à remettre aux élus grâce à Marie-Noël qui nous a aidé un petit peu. On a des kits qu'on peut imprimer pour vous et vous faire parvenir ça. Bref, il y a de l'action, ça donne des résultats. Et puis celle-là, comme dit Marie-Noël, c'est pas de savoir si on va gagner cette bataille, c'est de savoir quand et le plus tôt sera le mieux. Merci. Merci beaucoup, Philippe. On a quand même cette richesse-là d'expérience au Québec, là, de ces luttes terrain-là. C'est le côté positif d'avoir eu toutes ces luttes, c'est que ça a bâti de l'expérience. Fait que c'est vraiment merci d'être là pour nous partager puis offrir votre soutien aux autres citoyens qui pourraient embarquer dans l'aventure, qui pourraient être nouveaux dans ce type d'action-là. Sur ce, Marie-Ève, je te passe la parole. Donc, Marie-Ève qui va pouvoir vous présenter exactement les outils qu'on a développés pour vous. Voilà. Merci Marie-Noël, merci beaucoup Philippe. Je trouve ça très mobilisant ce que tu dis, puis ça fait une très belle liaison avec ce que je vais présenter. Donc, moi, c'est Marie-Ève Bélanger-Souté, je suis chargée en mobilisation à Équiterre. Donc, aujourd'hui, je vous présente ce guide-là qui a été concocté par la Coalition Sortons le gaz. Puis, comme disait Philippe, c'est pas tous les jours qu'on a la chance de pouvoir s'impliquer au niveau local pour gagner une lutte et faire des gains pour réduire les émissions de GES aussi sûrement, je dirais, et efficacement. Donc, avec la trousse que je vais vous présenter dans un instant, je vous explique comment vous pouvez faire changer le cap ou faire embarquer vos municipalités dans le mouvement. Donc, il y a tous les outils qu'il vous faut. Donc, je me lance à l'instant. Donc, la prochaine slide, je vais donc rapidement la table des matières de cette trousse-là que vous avez peut-être reçue par courriel, sinon elle va être en ligne sur le site dans les prochains jours. Donc, cette trousse-là, elle a 4 grandes sections. Donc, il y a une première section qui va être le avant de commencer. Ensuite, on va parler de l'étape préparatoire numéro 1. Il y a comme 3 étapes préparatoires. Donc, l'étape numéro 1 ou l'étape 0 presque, c'est regrouper les forces et se donner une stratégie. Donc, je vais vous expliquer ça dans un instant. La deuxième étape, ça va être de préparer le terrain pour vous assurer que une fois que vous posez votre action, elle tape dans le mille et qu'elle ait le plus d'impact possible. Et ensuite, l'étape 3, c'est le passage à l'action.
et bien, la 4 n'est pas là, mais ça sera de célébrer en temps et lieu. Donc, je rentre tout de suite dans le détail pour chacune de ces sections pour que vous sachiez qu'est-ce que vous allez trouver dans cette trousse. Donc, première étape, comme je vous disais, la première étape de préparation, ben, c'est quand même de commencer en se familiarisant avec la campagne et la démarche de la coalition. Si vous avez écouté le webinaire ce soir, vous allez déjà avoir commencé à infuser pas mal dans le contenu, mais si vous voulez aller plus loin, puis vous sentir bien connaissant, là, puis très confiant avant d'entamer la démarche, c'est une bonne idée quand même d'aller sur le site Internet de la coalition. Le site, c'est surtonlegaz.com. On pourra peut-être le mettre dans la discussion. Puis d'aller donc regarder différents documents. Différents documents qui sont pertinents. Je vais vous nommer quand même rapidement c'est quoi les documents que vous pouvez aller lire, mais ils sont déjà listés dans la trousse, donc pas besoin de noter ce que je vous dis, mais donc notamment la résolution type qui en fait vous a déjà été lu plus tôt, et il y a aussi le modèle de règlement que vous pouvez aller zioter, c'est un peu plus technique, là, fait que vous pouvez regarder, mais faites-vous pas peur avec ça. Donc, juste pour savoir à quoi ça ressemble avant de présenter ça à votre conseil municipal. Il y a aussi une courte fiche faite par le regroupement Vigilance Hydrocarbures qu'on n'a pas vu, mais qui résume elle aussi quand même bien c'est quoi le rôle, le potentiel de l'action municipale pour décarboner les bâtiments. Il y a le rapport du Centre québécois du droit de l'environnement qui vous a été présenté rapidement plutôt en vidéo, donc qui est aussi un document qui peut être utile d'une 40aine de pages si vous voulez vous sentir très expert pour convaincre vos élus dans une joute orale ou dans un débat quelconque. Et ensuite, vous avez un document synthèse qui est aussi dans la trousse, qui lui regroupe tous les arguments principaux qu'on met de l'avant, que Marie-Noëlle a présenté plus tôt, là, donc sur la santé, sur les finances, sur l'impact sur l'environnement. Donc, tout ça est listé de manière concise dans la trousse, mais si vous voulez commencer, vous mettre dans le bain, je vous invite à aller réexplorer ces choses-là, ou en tout cas, si vous avez d'autres personnes qui sont intéressées, qui n'ont pas pu assister au webinaire, mais cette documentation est à explorer. Donc ensuite, si ce n'est pas déjà fait, l'autre chose que je vous propose de faire avant de commencer, c'est de poser les 2 actions qu'on propose sur notre site. Donc, il y a 2 niveaux d'action que vous pouvez faire d'emblée qui sont très, très rapides, très simples pour déjà commencer à avoir de l'impact dans la municipalité. L'action 1, c'est l'action que vous pouvez faire chez vous, chez moi. Donc, c'est un engagement individuel à ne pas choisir le gaz comme source d'énergie pour vos appareils de chauffage, etc. Donc, si jamais ce n'est pas déjà fait, vous pouvez aller le faire. C'est tout simple. Ça va vous faire apparaître sur notre carte interactive qui montre qui sont toutes les personnes au Québec qui s'engagent individuellement à ne pas utiliser le gaz, à ne pas choisir le gaz comme source d'énergie. La deuxième action, c'est l'action 2 dans ma municipalité. Donc, si ce n'est pas déjà fait, c'est un courriel pré-rédigé. Donc, c'est un courriel, donc c'est assez simple. Vous remplissez un formulaire avec votre nom, votre adresse courriel, votre code postal, votre municipalité, puis ça va, après ça, automatiquement pouvoir envoyer ce message-là à votre conseil municipal pour les inviter à rejoindre le mouvement et les informer là, sur le rôle qu'ils peuvent jouer pour la décarbonation des bâtiments en adoptant la résolution. Donc ça, c'est des outils très rapides, ça peut prendre quelques secondes. Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez le faire. Puis si vous connaissez des personnes dans vos réseaux qui ne l'ont pas déjà fait, vous pouvez le faire. Donc ça, c'est tout ce que je dirais le préambule. Donc, on s'informe et on se familiarise. La deuxième étape, maintenant, on rentre dans les choses plus sérieuses. Donc, on veut passer à l'action, on se sent à l'aise, on dit on est capable, on va changer les choses concrètement dans notre municipalité. Donc, la première des choses, c'est de trouver des gens donc, avec qui vous allez pouvoir vous regrouper. C'est pourquoi on vous suggère de faire ça. C'est possible d'agir seul. Donc, si vous êtes tout seul, c'est pas là, OK, laissez faire, faut pas, mais c'est sûr que c'est plus facile d'avoir de l'impact et d'influencer le conseil s'il y a plusieurs citoyens. Quand on dit plusieurs, c'est pas nécessairement 50, ça peut être 2 ou 3 ou 4, mais déjà, ça aide de voir que c'est une démarche, entre guillemets, qui est collective puis qui est bien organisée. Puis, en plus, c'est plus agréable, vous serez sûrement d'accord avec moi, d'être quelques-uns pour porter ces genres d'initiatives-là. Donc, comment on fait pour trouver des alliés? Comment on fait pour trouver des personnes dans notre localité pour s'impliquer avec nous? Donc, la première chose à faire, c'est de remplir le formulaire, donc qui est dans la trousse et qui est à la page 5 de la trousse plus spécifiquement. Donc, vous cliquez là-dessus. Si vous avez envie de vous impliquer, c'est la première chose qu'on vous demande de faire, c'est de
remplir votre nom dans le formulaire. Comme ça, nous, on va pouvoir voir s'il y a d'autres personnes qui se sont manifestées dans votre localité et on va vous mettre en contact pour éviter que la démarche se dédouble et juste pour s'assurer que vous soyez capable de vous arrimer. Si jamais il n'y a pas de personnes dans votre municipalité, on va pouvoir essayer de vous mettre en contact avec d'autres associations ou groupes locaux que l'on connaît. Donc, voilà. Donc, première chose, on vous invite vraiment à remplir ce formulaire-là avant de vous impliquer. Puis, la deuxième des choses, évidemment, mais c'est si vous avez des contacts dans vos réseaux citoyens habituels, que vous êtes déjà engagés, bien, on vous suggère de leur proposer de s'impliquer avec vous sur cette cause-là, qui est une cause, comme on disait tantôt, qui a énormément de potentiel et beaucoup de gains à court terme. Donc, première des choses, une fois que vous êtes regroupés maintenant avec vos alliés, bien, la deuxième étape, c'est de commencer à s'organiser. Donc, comment on fait ça? Dans la trousse, on vous propose des indications détaillées d'étapes et de ressources pour organiser une première rencontre. Donc, on vous propose de vous asseoir, de vous mettre ensemble, puis cette première rencontre-là, on a presque un ordre du jour pour vous dans la trousse, c'est de mettre en commun les informations que vous possédez sur la municipalité. Donc, on vous dit notamment, est-ce qu'il y a la présence ou non d'un réseau de distribution au gaz dans votre municipalité? On vous a mis dans la trousse 2 liens pour vous aider à répondre à cette question, donc des répertoires. Donc, on vous accompagne pour ça. C'est quoi les dates des prochaines séances de votre conseil municipal? C'est quoi les procédures pour prendre la parole lors de votre conseil? Est-ce que les membres du conseil, est-ce qu'il y en a là-dedans qu'on sait qu'ils sont alliés, qui ont une posture d'ouverture, où on sait qu'il y en a qui sont plutôt résistants? Est-ce qu'on sait s'ils ont déjà pris des positions historiquement sur des enjeux environnementaux, dans des engagements électoraux, etc. Fait que toutes ces choses-là, vous n'avez peut-être pas toutes les réponses, mais si vous êtes quelques-uns, c'est bon de commencer à sortir ce qu'on sait, puis identifier qu'est-ce qu'on ne sait pas, puis qu'est-ce qu'il faut qu'on aille chercher comme information. Donc ça, première chose, on met ça sur la table. Une fois qu'on a ces informations-là, bien, la deuxième partie de votre rencontre, ou en tout cas, ça peut être dans une deuxième rencontre si vous avez besoin de faire de la recherche entre-temps, c'est de faire la stratégie. Donc, la stratégie pour votre action, on vous a également listé toutes les questions qu'on vous suggère de vous poser dans la trousse, mais je vous les mentionne quand même en rafale pour vous donner un avant-goût. Donc, c'est de se demander, c'est quoi les meilleurs points d'entrée pour accéder aux membres de votre municipalité? Comme on a dit plus tôt, peut-être qu'il y a des gens qui sont amis avec des personnes sur le conseil, peut-être qu'il y a des personnes sur le conseil que vous savez qui sont des alliés, peut-être qu'il y a une personne dans un comité consultatif en environnement à la ville qui serait un allié ou une conseillère en environnement, etc. Donc, c'est d'essayer d'identifier c'est qui la première personne à qui je devrais aller voir pour tenter le terrain, puis voir c'est quoi la meilleure procédure pour aller présenter le projet. Une fois que vous avez identifié ça, vous allez aussi vouloir déterminer est-ce que c'est envisageable d'aller chercher l'appui d'une ou de plusieurs élus qui pourraient porter la demande à l'interne. Donc, c'est encore mieux si c'est un élu qui dit « Moi, c'est parfait, je pars avec ce ballon-là et je le présente à l'interne », il va avoir encore plus de facilité que vous. Donc, on détermine est-ce qu'il y a un allié comme ça, identifier si la première approche doit se faire par courriel, par téléphone ou lors d'une rencontre en personne. Donc, si vous n'avez aucun allié sur le conseil et que tout le monde est très résistant, mais c'est sûr que ça va peut-être être moins facile de solliciter une rencontre pour présenter. Peut-être que les gens vont être résistants, mais s'ils sont assez ouverts puis que vous pensez que vous êtes capable d'avoir une rencontre avec le conseil, nous, on vous suggère quand même fortement de réfléchir à cette option-là parce que ça crée un contact qui est humain, qui est particulier, puis qui va vous permettre de présenter plus en profondeur vos arguments. Donc, identifier c'est quoi cette stratégie, la meilleure stratégie pour vous, et ensuite identifier c'est quoi le calendrier des prochaines séances du conseil municipal. Donc, regarder c'est à quelle séance que vous pourriez venir présenter la résolution officiellement, et ensuite de ça, d'identifier une stratégie de communication pour amplifier votre action, donc, et accroître la visibilité de la campagne localement. Donc je vais vous l'expliquer dans une seconde, mais bref, c'est tous les points, on vous a tout mis ça dans la trousse, vous posez ces questions-là dans cette rencontre de stratégie. Ensuite, une fois que tout ça a été fait, donc beaucoup de discussions, vous avez beaucoup de plaisir. On passe beaucoup de plaisir avec vos amis à vous organiser. Donc, on passe à la prochaine slide et on passe à la prochaine étape. Oui, OK. Donc, c'est le temps de passer à la préparation du terrain. Donc, ça va vous... Pourquoi on fait ça? Ces étapes-là, c'est que ça va vous permettre de maximiser vos chances de succès, ça va vous permettre d'avoir plus d'impact. Parce que si on fait juste arriver au conseil, déposer la résolution, mais qu'on n'a pas bien préparé le terrain, bien, ça se peut qu'il y ait moins de citoyens qui en ont entendu parler, qu'il y ait moins de réactions, que les élus sentent moins de pression, puis que finalement, ce qui aurait pu être un succès stagne un peu plus, prenne plus de temps ou même échoue. Donc, ces étapes-là sont importantes pour s'assurer qu'on a le plus de frappes possible. Donc, la première étape, je dirais que c'est de préparer le terrain politiquement, en guillemets, donc c'est-à-dire de vous assurer que le conseil municipal reçoive peut-être avant même que vous veniez leur en parler,
reçoivent des courriels de citoyens, de citoyennes, des incitant à agir. Donc, ça va donner encore plus de poids à votre demande. Quand vous allez arriver et dire « Hey, j'aimerais vous rencontrer pour telle chose », ça ne va pas être la première fois qu'ils en entendent parler, puis ça va peut-être faire qu'ils vont être plus ouverts à vous rencontrer ou vous écouter parce qu'ils vont se dire « Ah, il y a quelque chose qui se passe ». Donc, c'est simple, pour faire ça, on vous suggère simplement d'utiliser le courriel pré-rédigé, donc l'action dont je vous parlais plus tôt qui est sur notre site, l'action où les gens envoient un courriel pré-rédigé à la municipalité. Donc, on vous incite simplement à partager ça dans vos réseaux, sur les réseaux sociaux de votre communauté pour que le plus de citoyens possible puissent utiliser cet outil-là et envoyer facilement un courriel à la municipalité. Donc, dans notre trousse de mobilisation, il y a un document avec beaucoup d'exemples de publications pour les réseaux sociaux qui ont été faites par d'autres organisations. Puis, vous avez aussi des liens vers des images que vous pouvez utiliser. Fait que si vous voulez, ça va être très, très simple. Vous pouvez vous inspirer de ça, reprendre à peu près les mêmes textes, modifier un petit peu, mettre l'image et partager ça sur vos réseaux sociaux et à vos amis. Donc, ça se trouve dans la trousse. Ensuite, l'autre étape, c'est de préparer le terrain que je dirais médiatique. Là. Donc, c'est en publiant une lettre ouverte dans un média local et régional. Donc, encore une fois, les étapes, c'est d'identifier est-ce qu'il y a un média local ou régional dans votre coin? Comment est-ce que vous pouvez publier? C'est quoi les exigences? Des fois, il y a un certain nombre de mots, limites, etc. Une date de tombée si c'est au début du mois, puis c'est une publication mensuelle. Une fois que vous avez fait tout ça, bien, adaptez la lettre. Nous, on a un modèle de lettre ouverte que vous pouvez prendre dans la trousse. On l'adapte un petit peu et on l'envoie à faire publier. Idéalement, cette lettre-là, on essaie de la faire publier juste avant la séance du conseil municipal où on va aller présenter la question. Comme ça va donner encore plus de poids à notre demande. Ça va faire encore plus de pression autour de notre demande. Puis, en dernier, il y a, ça c'est l'étape importante, on l'avait dit plus tôt, mais il faut absolument aviser votre municipalité de votre démarche, idéalement, pour ne pas générer de la résistance, pour pas que ça arrive comme une surprise. Donc, comme on disait plus tôt, donc il faut ouvrir le canal de communication avec elle. Donc, quand c'est possible, une fois que vous allez avoir décidé c'est quoi votre stratégie. Donc, comme on disait plus tôt, si vous décidez que vous préférez simplement les informer par courriel, que vous allez venir à une certaine séance pour présenter la résolution, il y a un modèle de courriel qu'on a fait pour ça qui va être dans la trousse. Donc, vous allez pouvoir utiliser ce modèle-là et l'envoyer. Donc, c'est pas très compliqué. Ou si votre option, c'était plutôt de rencontrer le conseil, donc de demander au conseil d'avoir une rencontre avec lui pour lui présenter les documents. Même chose, on a fait un autre modèle de courriel que vous avez juste à adapter et à envoyer pour demander cette rencontre-là. Donc, ça, c'est bien facile. Je vous mentionne que si ça vous stresse de rencontrer le conseil, on a fait à la page 9 une page où est-ce qu'on vous donne différents conseils pour vous préparer à la rencontre. Donc, on vous dit c'est quoi les documents que vous pourriez ne pas oublier d'imprimer, d'apporter. Puis, on vous donne différents conseils par rapport à la manière de vous préparer. Donc, je vous invite à lire ça si jamais vous sentez le trac. Il n'y a rien de compliqué avec ça. C'est même ça devrait être l'essence de la démocratie de pouvoir parler à ses élus comme ça. Donc, je vous invite fortement à le faire si vous n'avez jamais fait. C'est très bon pour la santé. Donc, un petit peu d'adrénaline une fois de temps en temps. Donc, je passerai à la dernière étape, c'est passer à l'action. Finalement, vous vous êtes préparés, vous vous êtes regroupés et là, on est prêt à récolter, à clouer pas clouer le cercueil, c'est pas une belle expression, mais en tout cas, à déclouer le cercueil, voilà, par rapport au gaz. Donc, on passe à l'action avec la première étape qui était de se présenter au conseil municipal à la date déterminée. Donc, on vous donne encore dans la trousse différents conseils et différents outils pour ce jour J, notamment de mobiliser vos proches et vos alliés pour être présents dans la salle lors de la séance du conseil pour faire un plus bel effet, d'apporter les différents documents qu'on vous a listés à imprimer d'avance pour redistribuer à chacun des membres du conseil. On vous donne aussi un modèle de préambule et de questions pour votre intervention, là, donc pour vous lever puis faire l'intervention pour que ça soit bien officiel et bien beau. Et on vous dit aussi, très important, de ne pas oublier de noter c'est quoi les réponses, c'est quoi les réactions, c'est quoi les objections que les conseillers vont dire pour être capable de réagir par la suite, de voir
pour la suite de votre stratégie, sur quoi vous allez devoir développer votre argument ou sur quoi, en fait, vous avez de l'encouragement, parce que sur quoi les conseillers sont enthousiastes, donc de voir sur quoi vous allez pouvoir pousser. Une fois que la séance est derrière vous, bien évidemment, on fait le suivi de la demande. Donc, si vous n'avez pas de réponse dans le cycle municipal qui vous a été donné, mais vous présentez aux séances suivantes du conseil, vous demandez un suivi sur la demande, puis également, vous tenez la coalition informée, si vous voulez, de vos progrès. Donc, vous pouvez écrire à la coalition. Ça va non seulement nous faire plaisir, ça va être extrêmement utile pour nous de savoir qu'est-ce qui se passe à différents endroits sur le territoire. Puis, si jamais vous rencontrez des obstacles, vous pouvez également nous contacter pour avoir nos conseils et avoir un petit peu plus des conseils ou du soutien. Puis, si la demande est rejetée par le conseil ou en cas de stagnation, si vous voyez que c'est vraiment fermé, ben il n'y a pas de panique. Donc, on vous suggère de réorganiser une nouvelle rencontre avec vos alliés, de revoir la stratégie. Puis, à ce moment-là, dans la trousse, on vous a remis différentes questions que vous pouvez vous poser pour essayer de réorienter, pour dire, bon, sur quoi est-ce qu'on peut argumenter plus? Est-ce qu'il y avait des choses, est-ce qu'il y a des compromis auxquels le conseil était ouvert, etc. Donc, vous allez tout trouver ça dans la trousse. Puis, je passerai à la prochaine slide en disant que si jamais, nous, on est confiants que ça va bien fonctionner, comme on dit, on est à l'heure de faire ça, c'est la prochaine étape logique, puis on peut faire des gains très, très importants au niveau des municipalités, puis on voit déjà qu'il y a un engouement pour ça. Donc, je pense que c'est vraiment une très belle mobilisation si vous êtes dans un petit groupe local, un petit groupe citoyen à mettre en place. Donc, je vous encourage vivement à vous lancer dans cette expérience-là. Puis, si jamais ça ne marche pas, comme on disait, il ne faut vraiment pas être découragé parce que ce que vous voulez avoir fait va aussi contribuer à sensibiliser vos élus locaux et vos concitoyennes. Puis ça ne sera que partie remise parce que les choses ont changé. Puis ça va aussi aider à mettre de la pression au niveau provincial, ce qu'on espère aussi éventuellement qui va bouger. Donc, on espère aussi que le palier provincial va éventuellement se transformer. Donc, voilà, je vous rappelle que le guide va être mis en ligne sur le site de la coalition dans les prochains jours et de nous faire signe si vous avez des questions et vous pouvez toujours remplir le formulaire dans la trousse si vous avez quoi que ce soit que vous voulez nous parler, un cas particulier. Donc, on va pouvoir prendre contact avec vous pour regarder ça. Merci. Puis, je passe la parole à Marie-Noël. Merci beaucoup, Marie-Ève. Je pense que tu as fait un bon tour de présentation de la trousse. J'espère que les personnes, c'est toujours l'aspect un peu dommage avec les webinaires, on ne vous voit pas. On ne voit pas votre face, on n'est pas capable de savoir exactement ce qui se passe avec vous. Mais bref, j'espère que cette présentation-là, que ça vous aide, que ça vous motive, que ça vous donne envie d'y aller. On respecte le temps, on suit le temps. Et il nous reste une dizaine de minutes devant nous, mais comme je dis, on peut déborder un petit peu s'il y a beaucoup de questions. Donc, je vais laisser la parole à Stéphanie Arnois qui travaille à la Fondation David Suzuki. C'est elle qui interagit avec vous là, dans le chat depuis le début de la soirée, puis qui va agir comme rapporteuse, donc qui va nous ramener qui va nous poser à votre place les questions pour qu'on puisse y répondre. Donc, je te passe la parole, Stéphanie. Oui, bonjour tout le monde. En fait, je me suis rendu compte pendant la soirée qu'il y a comme certaines questions qui ont disparu, puis j'avais plus accès, puis en tout cas, bref, je ne sais pas si c'est un bug, mais je voulais répondre à une question qui avait été posée puis qui a fini par disparaître, qui concernait, dans le fond, les problèmes en termes de, là, on parle d'électrifier le réseau avec les voitures électriques, etc. On veut agrandir l'approvisionnement, l'apport en fait énergétique en électricité, puis là, on se demande comment qu'on peut répondre à cette demande-là qui est croissante. Et là, ça entraîne plusieurs problèmes, donc les problèmes de pointe, les problèmes de construction de nouveaux barrages électriques. Donc, s'il y avait quelqu'un qui voulait répondre à cette question-là, d'avance, c'est une réponse qu'on avait déjà construite dans notre foire aux questions sur le site Internet. Mais si jamais il y avait quelqu'un comme Jean-Pierre qui voulait répondre à ça de vive voix. Est-ce que tu parles de la question de Karine Steinberger? Ben, j'ai perdu son nom parce que la question OK, oui. pour moi. Il a fallu que je switch. Oui, vous avez tout à fait raison. Le réseau d'Hydro-Québec est en piètre état, selon ce qu'a rapporté d'ailleurs la vérificatrice générale. Hydro-Québec doit redoubler d'ardeur dans son entretien de réseau.
Et en plus, il y a des actifs qui vieillissent beaucoup, plus l'adaptation au changement climatique. Donc, mais ce n'est pas une raison pour la qualité du réseau d'Hydro-Québec n'est pas une raison pour ne pas électrifier les usages qui sont électrifiables de un. De deux, je vous référerai aussi, parce que c'est vrai qu'en région, en plus, c'est encore moins fiable. Puis même ici, sur le plateau à Montréal, c'est pas fiable. Mais ce qui est possible de faire en région, entre autres, puis c'est ce que je recommandais d'ailleurs dans d'autres entrevues, mais en plus, il y a un article qui est paru dans la presse hier pour ça, on parlait justement de stockage électrochimique. Moi, ce que je recommande pour améliorer la résilience énergétique des résidents, c'est de s'installer des panneaux photovoltaïques. Bon, on peut prendre une génératrice, là, comme à peu près tout le monde, là, pour le temps qu'on en a besoin. Mais l'idéal, ça serait d'installer des panneaux photovoltaïques avec du stockage électrochimique, donc des batteries, et un onduleur qui permet de passer du réseau d'Hydro-Québec à son propre réseau interne et faire fonctionner à tout le moins une petite thermopompe et un frigo pendant ces pannes-là. En même temps, ben, le panneau photovoltaïque, donc, va recharger la batterie si la panne dure plus longtemps. Et vous pourrez même aussi contribuer davantage aux options de tarification dynamique d'Hydro-Québec en justement limitant votre consommation et en faisant appel à votre stockage. D'ailleurs, c'est une des choses qu'Hydro-Québec considère en ce moment et que moi, je leur ai recommandé aussi, c'est de subventionner le stockage électrochimique et que, de toute façon, les panneaux photovoltaïques, leur prix diminue sans cesse. C'est très ma recommandation. Je sais pas si je peux faire un petit prêcher pour ma paroisse, puis pour rapporter une ligne qu'on répète beaucoup aussi au niveau de nos campagnes sur l'énergie, mais c'est sûr que pour affronter nos hivers froids, puis pour éviter les enjeux de pointe, ne pas construire des grands barrages et des grandes éoliennes, mais la meilleure chose à faire, c'est de miser sur l'efficacité et la sobriété énergétique. Puis pour faire ça, c'est d'avoir des programmes qui permettent de financer la rénovation des maisons pour les rendre plus efficaces énergétiquement, puis d'avoir des technologies comme les thermopompes. Puis ça, c'est des choses qui seraient beaucoup moins dommageables pour l'environnement, puis qui pourraient permettre de réduire significativement notre consommation énergétique au Québec. On a beaucoup de maisons qui sont des passoires thermiques, puis qui ne sont pas isolées suffisamment pour affronter l'hiver. Donc ça serait déjà une mesure très, très intéressante par rapport à ça, qui ne nécessiterait pas de construire des infrastructures énergétiques très invasives. Donc, mon petit complément. Je vais enchaîner avec une question justement d'une personne qui participe en ce moment au webinaire par rapport à est-ce qu'il existe du financement pour les OBNL, donc les organismes à but non lucratif qui désiraient délaisser les équipements au gaz dans leur bâtiment de travail? Veux-tu que je réponde? Oui, c'est ça, je voulais te passer la balle. Je pense que j'avais déjà répondu dans les pré-réponses. Je ne sais pas si Marie-Noël t'es là, mais non, il n'existe pas d'aide financière directement pour les OBNL pour passer du gaz à l'électricité. Par contre, Énergir, à l'époque, moi, quand je gérais le Fonds en efficacité énergétique, il y avait des programmes directement pour les OBNL. Mais non, mais il n'y a rien comme demander à Énergir à tout le moins pour au moins améliorer l'efficacité énergétique du bâtiment, une aide financière. Mais sinon, c'est dommage. Sinon, il y a les aides financières d'Hydro-Québec qui vont, entre autres, si vous voulez installer une thermopompe, mais encore là, c'est plus difficile si vous avez un réseau d'eau chaude qu'un réseau d'air chaud. Sinon, il y a des accumulateurs de chaleur qui fonctionnent aussi à l'eau chaude, qui pourraient être utiles et qui sont subventionnés par Hydro-Québec à hauteur de 15 000 $ pour l'accumulateur lui-même, qui n'en coûte pas beaucoup plus. Mais c'est certain qu'il va y avoir des dépenses pour upgrader le panneau électrique, pour le mettre à niveau, pour qu'il puisse accepter cette puissance-là qui va être un peu plus élevée. Donc, juste pour être certaine, Jean-Pierre, est-ce que tu dis qu'un OBNL pourrait être admissible aux subventions pour les thermopompes et les différentes subventions disponibles par Hydro-Québec? Oui, dépendamment de la grosseur du bâtiment, ça serait soit dans le cadre de ces programmes Bilogiver ou dans le cadre de ces programmes Solutions efficaces, mais oui, il y a des aides financières d'Hydro-Québec dans ce cas-là. Merci.
Ensuite, on a une question par rapport aux alternatives pour les gens qui ne peuvent pas vraiment se permettre la conversion de leurs appareils au gaz, considérant les coûts élevés aussi de tourner vers l'électrique. On mentionne si on ne pourrait pas leur permettre pour eux de consommer du GNR, donc du gaz naturel renouvelable. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure, le gaz naturel renouvelable, je pense qu'il est rendu à 72 cents du mètre cube. Le gaz ordinaire est à peu près 20 cents du mètre cube. Puis il était à 58 cents juste avant le 1er octobre. Donc, donc le gaz naturel renouvelable coûte beaucoup plus cher et ben, vous pouvez prendre une chance qui va diminuer éventuellement par des subventions d'énergie, mais c'est peu probable. Et la meilleure utilisation du gaz naturel renouvelable, on le répète, c'est pour les procédés industriels qui sont difficiles à électrifier. Dans votre cas, il existe des solutions justement pour, à tout le moins, profiter des aides financières en ce moment pour passer à la biénergie. Vous allez déjà avoir une thermopompe subventionnée pratiquement à presque 100%, et vous allez rentrer dans votre argent en dedans d'un an. Donc, il n'y a pas de raison de ne pas faire le switch directement, à tout le moins à la biénergie en ce moment. Et par la suite, quand votre système au gaz arrivera à la fin de sa vie utile, ben là, vous pourrez regarder les différentes options, mais moi, je pense que c'est l'idéal, ça serait de finaliser la conversion à l'électricité à moindre coût. Si ce n'était même, par exemple, si vous avez un système à air chaud, si ce n'était que d'installer une résistance dans votre plénum pour les pointes, puis laisser la thermopompe à climat froid. En passant, il y a des thermopompes à climat froid maintenant là, qui vont être capables de chauffer jusqu'à moins 26, moins 28 degrés Celsius. C'est vraiment là, on peut quasiment chauffer juste avec une thermopompe. Là. Ça ne prend pas un grand appoint après pour passer les quelques heures par année qui vont dépasser moins 26. J'aimerais juste compléter un petit peu. Je pense que vous le voyez. J'ai mis dans la boîte de chat un lien vers un petit outil qui a été développé par Écohabitation. Là, je pense que vous devez juste, si vous suivez le lien, vous avez juste à descendre un petit peu sur la page. C'est un outil qui vous permet de voir les subventions auxquelles vous avez droit en fonction de votre type de logement, de votre type de chauffage que vous avez actuellement. Donc, il y a vraiment beaucoup de subventions présentement, puis des fois, c'est un petit peu mélangeant. Là, on regarde les programmes, puis pour avoir passé par là récemment dans ma propre maison, là, on devient vite étourdi à savoir mais qu'est-ce qui me concerne, qu'est-ce que je peux prendre. Donc, je vous invite, je trouve qu'Écohabitation a fait un très bon travail de synthèse pour vous faciliter le travail. Fait que si vous n'êtes pas certain, je vous invite vraiment à utiliser le petit outil pour voir à quoi vous avez droit en fonction des travaux puis du type de propriété que vous avez. Donc ça, c'est un outil. Après ça, peut-être ajouter aussi sur le gaz naturel renouvelable que vous savez que le gaz naturel renouvelable est mélangé au gaz naturel fossile dans les tuyaux. Là. Il n'y a pas, même si vous payez pour du GNR, vous recevez exactement la même chose que le voisin. Et à ce titre-là, oui, Énergir dit, on le dit qu'on l'achète pour vous. Et donc, vous pouvez dire aux autres que vous avez du GNR, mais on sait que dans les faits aussi qu'Énergir a une obligation réglementaire là, de venir ajouter ce gaz naturel-là dans ses tuyaux. Là. Donc, c'était 2 pour 2023, je crois, 5 2025, 10 2030. Donc, bref, considérant l'ensemble des subventions disponibles présentement pour vous aider à faire la conversion, je pense qu'il y a vraiment une opportunité à saisir là, pour quand vos équipements arrivent en fin de vie ou si vous pouvez faire le switch. Comme je dis, si vos équipements ne sont pas terminés, comme disait Jean-Pierre, le mieux, c'est peut-être passer à la biénergie, profiter des subventions en attendant que vos équipements arrivent en fin de vie. Puis lorsque ceux-ci termineront, là, vous pourrez retirer puis peut-être remplacer par un accumulateur thermique si c'est possible pour vous. Mais bref, c'est un pensez-y bien pour la consommation du gaz naturel renouvelable dans les bâtiments résidentiels. Seulement pour venir sur la question dans le fond, pour compléter, là, on va donner la priorité à ceux qui participent, mais pour la question des OBNL, la personne dit que sa bâtisse est chauffée à l'huile / l'eau chaude, donc c'est pas avec Énergir, c'est une ancienne école construite dans les années 1930. Est-ce qu'il y a aussi des subventions qui peuvent être demandées à Hydro-Québec ou au gouvernement par rapport à cette situation-là?
Ah ben oui, dans le cadre de chauffer vert, on peut avoir une subvention. Et dans le cadre aussi avec l'accumulateur de chaleur et donc aussi avec Hydro-Québec, il y a moyen d'avoir une subvention. Dans ce cas-là, c'est un système à eau chaude que j'ai cru voir, là, donc oui, ça fonctionnerait. Le lien que j'ai envoyé pour savoir les subventions auxquelles vous avez droit, je pense qu'il pourrait aussi vous être utile pour votre bâtiment. Parfait. Puis pour répondre à la question par rapport aux résolutions adoptées dans certaines municipalités, dans la trousse à outils qu'on a partagée, vous voyez certains articles, mais vous voyez aussi la résolution type qui a été adoptée par certaines municipalités. Donc, je ne sais pas à ce moment-là si vous voulez, qu'est-ce que vous voulez savoir de plus par rapport aux résolutions, mais c'est ça, vous avez un document de résolution type que vous pourriez vous inspirer si vous voulez entreprendre une démarche dans votre municipalité à vous. Puis il y a quelques exemples aussi, quelques études de cas ou en tout cas articles médiatiques sur les initiatives de certaines municipalités. Je peux peut-être compléter en disant que pas la résolution, là, mais le règlement adopté après vous est disponible dans la trousse. Donc, c'est un exemple que vous pouvez imprimer puis partager à votre conseil municipal, etc., pour voir de quoi ça a l'air. Il y a le règlement de Montréal qui va être déposé demain. J'imagine qu'il pourrait être rendu public, mais je pense que ça va être peut-être un exemple de règlement un petit peu plus costaud. Donc, peut-être pas nécessairement le même niveau de complexité que pour des plus petites municipalités. Puis pour les résolutions, ça, sûrement, ça se trouve sur les sites des conseils, là, donc des résolutions qui ne sont pas des règlements, qui sont des résolutions qui ont été adoptées dans les derniers mois. Nous, on vous a mis, comme disait ma camarade, on vous a mis la résolution type dans la trousse, mais sûrement que vous pouvez aller trouver sur les sites, dans les procès-verbaux des séances des conseils municipaux, les résolutions qui ont été adoptées par les autres municipalités si jamais ils ont fait des modifications, ça serait là que ça se trouverait. Puis juste pour vous dire, sur la carte, donc, et c'est Émile, dans sa présentation, qui a mentionné la carte qui est disponible sur le site de la coalition, où vous pouvez voir les différentes municipalités qui ont pris des engagements donc, pour chacune d'elles, j'ai souvent ajouté un lien. Donc, quand j'avais le lien vers leur résolution, s'il y a eu un article de journal qui venait parler de ce qu'ils ont fait, je l'ai mis aussi Donc, vous pouvez regarder sur la carte, cliquer sur les différentes municipalités, puis voir les liens qui sont là. Des fois, il y a plus d'informations. Puis, je vais juste vous dire, tu sais, c'est le projet de résolution qu'on vous propose, ça reste un modèle. Ça reste un modèle parce que pour avoir quand même une espèce de vision commune où on veut aller, mais après ça, par exemple, si vous avez fait une rencontre avec votre municipalité, puis votre municipalité vous dit, ben, par exemple, le cas réel, chez nous, on est vraiment inquiet pour les questions agricoles. On ne veut pas que nos agriculteurs, on veut pas les agriculteurs qui ont des besoins, par exemple, spécifiques, qui ont quand même une réalité différente là, que les bâtiments résidentiels réguliers. Donc, nous, on ne veut pas aller là, donc on va exclure les bâtiments agricoles de notre résolution, mais sinon, pour tout le reste, on est prêt à aller de l'avant. Donc, si c'est quelque chose comme ça qui arrive, ce que je veux dire, c'est juste, vous pouvez vous asseoir avec votre municipalité, puis après ça, les encourager à faire des amendements. C'est quand même préférable d'avoir une résolution amendée et adoptée que de ne pas avoir de résolution du tout parce qu'on dit, ben, c'est tout ou rien, là. Donc, dans une approche où on essaie de construire un mouvement puis d'embarquer les municipalités avec nous, je vous invite vraiment à ouvrir le dialogue avec vos municipalités puis de s'ouvrir aux différents petits ajustements que vous pourriez vouloir apporter à la résolution pour qu'elle soit plus recevable par votre municipalité. J'aurais une autre petite question ici. Ensuite, je pense que je pourrais en passer peut-être juste une ou deux rapidement. Mais sinon, on demande s'il y a des discussions qui sont faites avec les distributeurs de gaz et d'électricité ou si ça se passe seulement plus au niveau du palier municipal. Entre la coalition? Est-ce que des échanges entre la coalition ou en fait, c'est des discussions qui sont avec les distributeurs de gaz et d'électricité ou si c'est seulement les municipalités, en fait, je pense, qui font des efforts pour arriver à la transition. Ben oui, vas-y, Jean-Pierre. Les discussions se font surtout à la Régie de l'énergie par avocat interposé. Donc, c'est ça. Puis, donc, on leur fait nos représentations, puis on leur dit que les villes s'apprêtent à réglementer, que c'est pas suffisant, la proposition d'Hydro-Québec et d'Énergir, etc., etc.
Euh, Donc, il n'y a pas grand discussions qui se font avec les distributeurs. Je peux dire aussi que la plupart des membres de la coalition, surtout les plus grandes organisations, là, vous avez vu qu'on a des petites organisations puis des grandes organisations, mais par exemple, Hydro-Québec a une responsable des relations avec les communautés. Donc, la plupart des grandes organisations ont aussi des liens, plus avec Hydro-Québec qu'avec Énergir. Mais c'est sûr que nous, à notre échelle, notre rôle, c'est pas tant d'aller convaincre, même si Jean-Pierre avec le ROE le font très bien là, à la Régie de l'énergie, mais notre rôle comme coalition, c'est pas tant d'essayer de rallier le distributeur à nos côtés, c'est vraiment de travailler avec les municipalités qui ont les leviers pour agir puis qui sont prêtes à le faire dans plusieurs cas. Bon, tu voulais-tu rajouter quelque chose, Jean-Pierre? Stéphanie, je ne sais pas si tu l'as vu, là, il y avait quelqu'un qui demandait le nom de famille de Camille puis son organisation. Ça a été répondu, là, c'est OK. Camille. Oui, c'est ça. C'est pour ça que c'est comme un peu compliqué, là, ça s'est mis dans les réponses répondues, mais les questions répondues. C'est Camille Cloutier au CQDE. Sinon, j'enchaînerai avec une question par rapport à comment adresser la situation des milieux ruraux et semi-ruraux qui sont affectés dans cette population et qui sont plus vulnérables aux problèmes d'approvisionnement électrique. Puis c'est la même chose aussi avec les zones qui sont à fort potentiel agricole ou séricole qui seraient plus lourdement impactées par les pannes électriques. Bien, je peux faire une première réponse, puis Jean-Pierre, tu pourras compléter, là. Mais c'est sûr qu'au niveau de la distribution, ce qui est dans notre cible, c'est vraiment le réseau de distribution d'énergie, donc les tuyaux. On n'est pas tant dans les systèmes d'appoint, donc les bonbonnes qui pourraient connecter des maisons plus éloignées. On est vraiment dans le réseau d'énergie et de gazifères là, dans l'ouest, dans le coin de Gatineau. Et à ce moment-là, la plupart, il y a des exceptions parce que des fois, le réseau a été prolongé pour aller alimenter, par exemple, une grande production agricole, mais de façon générale, le réseau de distribution est vraiment dans les milieux plus denses. Donc, à retenir, pour nous, ce qui est l'urgence, ce n'est pas le système d'appoint, ce n'est pas le système pour les réseaux, les maisons plus éloignées, non connectées. Ce qui est l'urgence, c'est les propriétés qui sont connectées au réseau d'énergie et qui ont des alternatives. C'est vraiment ça. Après ça, dans les années à venir, au fur et à mesure, il y aura des solutions qui viendront s'ajouter dans les cas qui sont plus compliqués, mais vraiment, l'urgence d'agir, c'est pour les systèmes de chauffage, j'ai envie de dire central, là, ton système principal qui t'alimente 365 jours par année, connecté directement sur le réseau. Ça, c'est ça notre cible. Jean-Pierre, est-ce que tu veux bonifier quelque chose? Je voulais juste réitérer la solution photovoltaïque et stockage électrochimique parce que j'ai un fait cocasse lors du dernier épisode de Verglas en avril, début avril. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui avaient des génératrices, mais qui, quand ils arrivaient chez la station-service pour remplir leur bidon, ben, les pompes qui fonctionnent à l'électricité, normalement, ben, ne pouvaient pas leur donner d'essence. Donc, je pense que c'est la solution du futur là, de s'équiper. Parce que la résilience énergétique, c'est un enjeu, là, nonobstant qu'on soit. En passant aussi, c'est un mythe, en passant aussi que les gens disent ouais, mais là, on n'est pas mieux de garder notre fournaise au gaz au cas où il y aurait des pannes. Ben, quand il y a des pannes d'électricité, les fournaises au gaz ne fonctionnent pas parce qu'ils ont besoin d'électricité pour fonctionner. C'est tout. Stéphanie, je veux dire, on a dépassé d'à peu près 10 minutes. On peut continuer, mais est-ce qu'il y a de nombreuses questions encore? Pas vraiment. Les autres questions, c'était un petit peu moins prioritaire. Puis je pense que justement, il y a certaines personnes qui ont réitéré des questions qui avaient déjà été posées en pré-webinaire. Donc, c'est ça, la priorité, elle a été donnée à ces personnes-là. Puis les autres, je pense que c'est moins prioritaire. Ouais. Ben, s'il en reste seulement quelques-unes ou quelques-unes qui avaient été posées à l'avance, on peut prendre le temps d'y répondre. Là, c'est correct s'il nous reste quelques minutes. Là. Moi, j'ai une question pour Jean-Pierre. Quand tu dis que c'est le photovoltaïque avec la chose que je ne suis même pas capable de dire, veux-tu vulgariser? Ça veut dire quoi? C'est, j'imagine, un panneau solaire avec une batterie de stockage, c'est ça? Ben, c'est ça. C'est un panneau, un ou plusieurs panneaux solaires.
connecté à une batterie, le stockage électrochimique, là, c'est un terme fancy pour dire batterie. Ça peut être, puis d'ailleurs, hier dans la presse, on voyait un Powerwall de Tesla. Ça peut être ça. Il y a d'autres, il y a Voltium aussi, qui est une compagnie qui fabrique des batteries pour des maisons. Et donc, c'est ça. Puis ça prend un onduleur électrique, un onduleur pour permuter d'un système à l'autre. Mais ça, justement, c'est que ça va vous procurer en plus à l'année longue des économies d'énergie parce que vous allez autoconsommer votre production. L'excédent, vous pouvez le rajouter sur le réseau d'Hydro-Québec qui va vous compenser pour cette énergie-là que vous rajoutez. Et en plus, ça vous offre une sécurité lors des pannes. Moi, je pense que il y a pas beaucoup de défauts à cette solution-là. Je poserais peut-être une petite dernière question qui mixe peut-être certaines questions aussi, mais ce serait quoi le rôle du gouvernement puis d'Hydro-Québec et d'Énergir là-dedans? Parce que là, on se demande c'est quoi le rôle des citoyens, des citoyennes. Qu'est-ce qu'on leur demanderait? C'est quoi leur implication par rapport à l'investissement dans les énergies renouvelables, la construction de nouveaux barrages, justement? Est-ce qu'on veut miser sur des infrastructures existantes? Donc, voilà. Moi, j'en aurais beaucoup à dire là-dessus. Premièrement, Rapidement. le gouvernement, ce qu'on leur demande, c'est d'appliquer la même réglementation qu'ils ont fait pour le système de chauffage au mazout, c'est-à-dire des interdire dans la nouvelle construction et interdire leur réparation. De deux, hier aussi ou aujourd'hui dans la presse, on disait que la préférence des Québécois, c'est l'efficacité énergétique. À notre avis, le potentiel d'économie d'énergie rentable et faisable d'aller chercher dans le marché, c'est 30 TWh environ. On dit qu'on a des besoins de 137 TWh pour décarboner le Québec. Bien, déjà là, on pourrait aller en chercher 30 seulement qu'en construisant mieux les maisons, en rénovant le parc des bâtiments et en implantant les mesures qui sont rentables et qui sont totalement disponibles technologiquement. Et ensuite, ben, ça prend un plan intégré des ressources pour savoir comment on va aller chercher le reste. Est-ce qu'on va aller chercher en éolien, en barrage, etc., etc. C'est quoi le potentiel? Il y a des questions d'acceptabilité sociale pour chacune des filières. Donc, moi, j'ai ma petite idée là-dessus, mais donc c'est ça. Mais il reste que ça va prendre un plan intégré des ressources qui va établir justement quels sont les besoins qu'on veut satisfaire et comment on va les satisfaire, ces besoins-là. Là, vous entendez ces temps-ci, le gouvernement qui dit qu'ils ont, puis Hydro-Québec qui dit qu'ils ont reçu pour 33 000 mégawatts de demandes industrielles. Notre capacité installée en ce moment est environ 40 000 mégawatts. On n'est pas, le Québec, ce n'est pas un buffet à volonté où on est obligé de satisfaire chaque demande d'industrie parce que, et eux viennent ici, entre autres, parce qu'on les subventionne à l'année longue. Ici, au Québec, là, je ne m'étendrai pas là-dessus, mais on a ce qu'on appelle le principe de la tarification timbre-poste. C'est-à-dire que les nouveaux approvisionnements qui coûtent plus cher sont intégrés dans la base tarifaire, puis finalement, tout le monde paye le même coût moyen. Mais si ces entreprises-là venaient s'installer au coût marginal, au coût que coûte le prochain kilowattheure, ben, pas sûr qu'ils viendraient s'installer. Ils viennent s'installer parce qu'on va les subventionner année après année via le coût moyen. Et donc, c'est ça. Et moi, je voudrais ajouter peut-être qu'au niveau du rôle des distributeurs, il y a toujours, là, je pensais principalement à Hydro-Québec, là, que la vérificatrice générale, Jean-Pierre en a parlé tout à l'heure, mais a mentionné que Hydro-Québec a pris du retard, puis là, je vais être douce, là, a pris beaucoup de retard dans ses différentes infrastructures. La transition énergétique, ce n'est pas quelque chose qui nous est tombé sur la tête hier matin, là. C'est quelque chose sur lequel on travaille depuis des décennies et de façon sérieuse au Québec depuis quand? Depuis Kyoto. Donc, de se réveiller aujourd'hui ou hier en disant, ben là, on peut plus, on va en manquer, puis on peut plus électrifier les bâtiments. Je pense que Hydro-Québec a un mea culpa très grand
à faire à la société québécoise parce que ils se sont, tu sais, moi, je pense un peu à la fable, le lièvre et la tortue, là. Le Québec aurait pu avoir une longueur d'avance très, très grande. Et le lièvre, Hydro-Québec, s'est assis sur ses surplus en disant on a des surplus, on a des surplus, on a des surplus, au lieu de s'attaquer à la transition, de préparer ces infrastructures, de préparer la résilience, etc. Puis là, on se retrouve aujourd'hui dans la situation où, pour répondre à une commande politique qui veut vendre notre électricité là, au développement économique, ben Hydro-Québec se revire vers la population, les citoyens, les municipalités, puis leur dit « Attendez, 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 on n'en a plus assez pour vous. » Bref, moi, ça, je trouve que c'est vraiment déplorable et que Hydro-Québec devrait reconnaître qu'ils ont passé à côté. Et présentement, ce qu'ils devraient faire, c'est mettre les bouchées doubles et non mettre des bâtons dans les roues des municipalités. Voilà. Et on pourrait réduire les exportations sur le marché à court terme aussi, etc. Il y a plein de choses qu'on peut faire, mais c'est vrai que Hydro-Québec, d'ailleurs, dans un des articles qui est paru aujourd'hui, c'est soit dans la presse ou Radio-Canada qui annonce la décarbonation, la réglementation de la Ville de Montréal, il y a Normand Mousseau qui blâme carrément Hydro-Québec pour son manque de planification. Lui, Normand Mousseau, il dit que le prof de Polytechnique, qui est physicien, il dit qu'Hydro-Québec a misé sur l'insuccès de la décarbonation. Et oui, Hydro-Québec est à blâmer là-dedans, mais aussi à l'ingérence des gouvernements. Puis le fait qu'ils nous ont peinturés dans un coin en faisant des contrats d'exportation à très long terme pour des surplus à très court terme. On pourrait en parler encore des heures et des heures. Ça fait le tour des questions, je pense. On peut clore. Merci beaucoup Stéphanie d'avoir fait ce rôle de rapporteuse, facilitatrice. Merci tout le monde d'avoir été là jusqu'au bout avec nous. Donc, on va enregistrer le webinaire, on va vous le rendre disponible d'une façon ou d'une autre, donc sur le site ou via l'organisation avec laquelle vous avez été en contact pour vous inscrire pourra vous acheminer aussi le webinaire ou juste communiquer avec moi. Donc, info@commercial-sortonlegaz.com si vous avez des questions ou quoi que ce soit, vous savez où me trouver. Donc, merci tout le monde. Merci à mes collègues, camarades pour votre participation avec moi ce soir. Puis, on espère avoir de vos nouvelles parce que vous allez vouloir entamer une démarche dans vos municipalités. Donc, merci tout le monde. Passez une belle soirée. Merci. Merci. Bonne chance à vos démarches.